Le fermier a emmené son cheval à la foire, les yeux embués de larmes et le cœur brisé. Mais avant qu'il ne puisse le vendre, l'animal a creusé quelque chose dans le sol, et en voyant ce que c'était, tout le monde est resté sous le choc. L'aube s'étirait paresseusement sur les collines de Provence, teintant le ciel de rose et d'or. Sur la route poussiéreuse serpentant entre les champs de lavande, une silhouette solitaire avançait d'un pas lent mais déterminé. Marguerite Beaumont, 19 ans, ajusta le petit sac de toile usé sur son épaule, ignorant la fatigue qui alourdissait ses membres. Ses longs cheveux noirs, tressés en une natte épaisse, brillaient sous les premiers rayons du soleil tandis qu'elle contemplait les vignobles s'étendant à perte de vue. Au loin, une ferme apparut. Marguerite accéléra légèrement, espérant y trouver du travail, peut-être un repas. Alors qu'elle approchait, une femme étendait du linge dans la cour. Son visage s'assombrit à la vue de la jeune fille. « On n'a pas besoin de main-d'œuvre », lança-t-elle sèchement, avant même que Marguerite n'ouvre la bouche. « Je peux travailler dur, madame. N'importe quelle tâche. Pas de gitane ici. Allez, ouste !» Marguerite s'éloigna, les épaules voûtées. Derrière elle, les murmures portés par le vent. « Gitane, voleuse !» Ces mots la poursuivaient comme des ombres depuis l'incendie. 3 ans déjà que les flammes avaient dévoré les caravanes de sa communauté près de Camargue. 3 ans qu'elle errait de ferme en ferme, confrontée aux mêmes regards méfiants, aux mêmes portes fermées, dès que son origine romanie était révélée. Un souvenir s'imposa à elle, aussi vif que la douleur qui l'accompagnait. Elle avait 16 ans quand des hommes au visage dissimulé sous des cagoules avaient attaqué leur campement. Les cris, les flammes. Sa mère la poussant vers les écuries. « Cours, Marguerite, cache-toi !» Elle s'était blottie dans la paille fraîche, serrée contre un jeune poulain tremblant. Pendant des heures, elle était restée là, immobile, écoutant les hurlements se transformer en silence, sentant la chaleur de l'animal contre elle, sa respiration régulière apaisant sa terreur. Quand elle était finalement sortie, il ne restait que cendres et corps sans vie. Marguerite secoua la tête, chassant ces images. Le passé était le passé. Aujourd'hui, elle devait trouver du travail ou elle ne mangerait pas. Au détour d'un virage, une imposante bâtisse de pierre dorée se dressa devant elle. Château des Larmes annonçait une plaque en fer forgé. Les vignes s'étendaient à flanc de coteaux, certaines rangées grimpant presque jusqu'aux fenêtres du premier étage. Des travailleurs s'affairaient déjà entre les ceps, préparant la vigne pour la saison à venir. Rassemblant son courage, Marguerite emprunta l'allée de cyprès menant à la propriété. Un homme trapu, aux épaules larges, supervisait un groupe de travailleurs près d'un hangar. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle en s'approchant. « Je cherche du travail. » L'homme la dévisagea. Maurice, le contremaître, avait des yeux perçants qui semblaient évaluer chaque centimètre de son corps maigre. « On est en pleine préparation pour les vendanges, » dit-il finalement. « Tu sais travailler ? » « Oui, monsieur. Je peux faire n'importe quoi. » Maurice plissa les yeux. « D'où viens-tu » Marguerite hésita. Le mensonge lui brûlait les lèvres, mais elle savait que la vérité finirait par éclater. « Je suis Romani, monsieur, mais je... »« Une gitane » interrompit Maurice. Son regard se durcit momentanément, puis il soupira. « On a besoin de bras pour la cuisine. Madame Tourvel cherche de l'aide. » Le soulagement déferla sur Marguerite. « Merci, monsieur. Je... » « Mais écoute-moi bien, » coupa-t-il, son index pointé vers elle. « Reste loin des écuries et du monsieur Dufresne. Compris ? Le patron n'aime pas ton genre. Travaille dur, garde la tête baissée, et tout ira bien. » Marguerite acquiesça vigoureusement. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. » Maurice lui indiqua une bâtisse basse près du château principal. « Les femmes dorment là-bas. Présente-toi à madame Tourvel dans la cuisine. » En traversant la cour, Marguerite sentit les regards des travailleurs la suivre, certains curieux, d'autres méfiants. Une femme cracha sur son passage, murmurant une insulte. Marguerite l'ignora, habituée à ses réactions. La cuisine était un monde de vapeur et d'odeurs épicées. Madame Tourvel, une femme corpulente aux avant-bras puissants, pétrissait une énorme boule de pâte. « Maurice t'envoie » demanda-t-elle sans interrompre son travail. « J'ai besoin de quelqu'un pour éplucher les légumes, nettoyer les sols, porter l'eau. Tu as déjà travaillé dans une cuisine ?»« Oui, madame. Ma grand-mère m'a tout appris. » Madame Tourvel leva enfin les yeux,
examinant Marguerite des pieds à la tête. Son regard s'attarda sur les bracelets en argent à ses poignets, les derniers souvenirs de sa famille. « Les gitanes apportent toujours des ennuis », marmonna-t-elle. « Mais Maurice sait ce qu'il fait. Pose tes affaires là-bas et commence à éplucher ses pommes de terre. » Le dortoir des femmes était spartiate. Une douzaine de lits étroits alignés contre les murs. Marguerite choisit un lit dans un coin, le plus éloigné des autres. Elle cacha son petit sac sous le matelas mince, ne gardant qu'un médaillon en argent qu'elle glissa sous sa chemise. Les heures suivantes furent éreintantes. Ses doigts s'écorchèrent sur les pommes de terre. Son dos se plia sous le poids des seaux d'eau transportés du puits à la cuisine. Mais elle travaillait sans se plaindre, reconnaissante pour le bol de soupe épaisse que Madame Tourvel lui servit à midi. « Tu travailles dur », admit la cuisinière à contre-cœur. « Mais attention aux autres filles, elles n'aiment pas les étrangères. » Cette nuit-là, épuisée, Marguerite s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller, bercée par les chuchotements hostiles des autres travailleuses. L'aube n'était qu'une promesse à l'horizon quand elle se réveilla. Habituée à se lever tôt, Marguerite enfila sa jupe et son chemisier rapiécé, puis sortit silencieusement. La fraîcheur matinale la fit frissonner tandis qu'elle se dirigeait vers le bois proche pour ramasser des brindilles pour le feu de la cuisine. C'est alors qu'elle l'entendit, un hennissement déchirant, empli de rage et de douleur. Marguerite s'immobilisa, le cœur battant. Ce cri n'était pas celui d'un cheval ordinaire. Il y avait quelque chose de presque humain dans cette lamentation, une souffrance qui résonnait profondément en elle. Oubliant les avertissements de Maurice, elle suivit le son jusqu'à une écurie isolée à l'arrière de la propriété. Contrairement aux autres bâtiments bien entretenus, celui-ci semblait négligé, ses murs de pierre grisâtre portant les marques du temps. Marguerite s'approcha prudemment. À travers les planches disjointes, elle aperçut une forme sombre, massive. Un cheval d'une taille impressionnante se tenait au centre du box, son pelage noir luisant sous les rares rayons de soleil filtrant par le toit. Un percheron, reconnut-elle immédiatement. Un étalon magnifique qui devait mesurer près de 2 mètres au garrot. Mais ce qui la frappa, ce furent les cicatrices. De longues marques blanchâtres zébraient ses flancs et ses jambes. L'une de ses oreilles était partiellement déchirée. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient injectés de sang et de fureur. Alors qu'elle l'observait, l'animal se cabra soudainement, frappant violemment les murs de ses sabots puissants. Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Ce n'était pas de la simple agressivité. C'était de la terreur, de la rage, de la douleur. « Je ne te conseille pas d'approcher. » Marguerite sursauta. Un jeune homme aux cheveux blonds ébouriffés se tenait à quelques pas, un ballot de foin sur l'épaule. « Il s'appelle Étoile, » poursuivit-il en s'approchant prudemment. « C'est le monstre qui a tué Jean-Baptiste, le meilleur soigneur d'Avignon. » « Que s'est-il passé ?» murmura Marguerite, incapable de détacher son regard de la créature tourmentée. « Pendant les vendanges de l'année dernière, » expliqua le jeune homme qui se présenta comme Gilles. « Personne ne sait exactement. Jean-Baptiste l'entraînait dans la cour et soudain, l'enfer s'est déchaîné. L'étalon est devenu fou, l'a écrasé contre un mur. Il secoua la tête. Depuis, personne ne peut l'approcher. Des vétérinaires sont venus de toute la région, mais tous disent la même chose. Abattez la bête. Alors pourquoi est-il encore vivant? Monsieur Dufresne refuse. Cet étalon vaut une fortune pour la reproduction. Du moins, c'était le cas avant qu'il ne devienne ça. Il désigna l'animal qui frappait maintenant le sol de ses sabots, les naseaux dilatés. Mais je te le répète, reste loin de lui. Les gitanes ont peut-être des tours de magie avec les chevaux, mais celui-là est un démon. Gilles s'éloigna, laissant Marguerite seule face à l'écurie isolée. Elle aurait dû partir, retourner à la cuisine avant que Madame Tourvel ne remarque son absence. Mais quelque chose la retenait. Dans les yeux furieux d'Étoile, elle avait reconnu un reflet de sa propre souffrance, celle d'un être incompris, jugé sans être écouté. Cette nuit-là, après une journée d'épuisants travaux dans la cuisine, Marguerite attendit que les respirations autour d'elle deviennent profondes et régulières. Silencieusement, elle se glissa hors du dortoir. La lune, presque pleine, baignait la propriété d'une lumière argentée, rendant inutile toute lanterne qui aurait pu trahir sa présence. Le chemin jusqu'à l'écurie isolée lui parut interminable,
chaque craquement sous ses pieds résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence nocturne. Finalement, elle atteignit le bâtiment solitaire. Les hennissements furieux d'Étoile accueillirent son approche. Sans se précipiter, Marguerite s'assit à même le sol, le dos contre la porte fermée de l'écurie. Elle ferma les yeux et commença à chanter. Doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. C'était une mélodie ancienne, une berceuse romanie que sa grand-mère Esmeralda lui chantait quand elle était enfant. Les paroles parlaient d'étoiles guidant les voyageurs perdus, de chevaux sauvages galopant librement sous la lune. À l'intérieur, les coups de sabots furieux diminuèrent progressivement. Les hennissements de rage se transformèrent en souffles plus calmes, presque curieux. Marguerite continua à chanter, sa voix claire flottant dans l'air nocturne comme une caresse. « Je sais ce que c'est d'être craint sans raison, mon ami », murmura-t-elle en romanie après la dernière note. « Je sais ce que c'est de porter des cicatrices que personne ne cherche à comprendre. » Le silence qui suivit était différent. Plus attentif, moins hostile. Encouragée, Marguerite se releva lentement. Ses doigts tremblants trouvèrent la lourde barre de bois qui maintenait la porte fermée. Avec une profonde inspiration, elle la souleva et poussa doucement la porte. Le spectacle qui l'attendait était à couper le souffle. Étoile se tenait au centre du box, majestueux et terrifiant à la fois. La lumière de la lune filtrant par les fentes du toit créait des ombres mouvantes sur son pelage d'ébène. Ses yeux fixés sur Marguerite reflétaient une intelligence presque surnaturelle. Pendant un instant qui sembla s'étirer à l'infini, homme et animal s'observèrent. Marguerite ne bougea pas d'un centimètre, soutenant ce regard intense sans ciller. Dans ses yeux tourmentés, elle lisait une histoire de trahison et de douleur qui faisait écho à la sienne. Soudain, Étoile se cabra. Ses sabots antérieurs s'élevèrent dans un geste qui aurait pu être mortel. Des halètements étouffés révélèrent la présence de travailleurs qui espionnaient depuis les ombres, certains d'assister à une tragédie. Mais Marguerite resta immobile, pas par peur. Elle savait instinctivement que bouger maintenant romprait le fragile équilibre entre eux. Alors elle attendit, respirant calmement, ses yeux toujours ancrés dans ceux de l'étalon. Un miracle se produisit. Lentement, avec une grâce contredisant sa taille imposante, Étoile reposa ses sabots au sol. Sa tête massive s'abaissa légèrement, ses naseaux frémissant alors qu'il humait l'air dans sa direction. Marguerite tendit la main, paume ouverte. Un geste d'invitation, non d'exigence. Elle n'avança pas, laissant à l'animal le choix de la distance. Ce qui se passa ensuite laissa les observateurs cachés sans voix. Étoile, le démon noir de Château des Larmes, fit un pas vers l'avant, puis un autre. Avec une délicatesse surprenante pour une créature aussi puissante, il tendit son museau et effleura la paume offerte de la jeune gitane. « Miséricorde !» s'exclama le vieux jardinier qui observait depuis les buissons. « La sorcière a dompté le diable !» La nouvelle de l'extraordinaire rencontre entre la jeune gitane et l'étalon noir se répandit comme une traînée de poudre à travers Château des Larmes. Au petit matin, alors que Marguerite préparait le feu dans la cuisine, elle sentait les regards des autres servantes peser sur elle, mêlés de crainte et de curiosité. Les chuchotements cessaient à son approche, mais reprenaient de plus belle dès qu'elle s'éloignait. La sorcière gitane a ensorcelé le démon noir, murmurait-on. Elle lui a jeté un sort romani. Marguerite baissa la tête, concentrée sur ses tâches. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que M. Dufresne n'apprenne sa visite nocturne à l'écurie interdite. Ce moment redouté arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité. Alors qu'elle pelait des pommes de terre, Maurice apparut à la porte de la cuisine, le visage sombre. « Le patron veut te voir », annonça-t-il sèchement. « Maintenant. » Un silence de plomb tomba sur la cuisine. Madame Tourvel interrompit son pétrissage, lançant à Marguerite un regard où se mêlaient de pitié et résignation. « Je t'avais prévenu, petite. Les gitanes finissent toujours par attirer les ennuis. » Marguerite essuya ses mains sur son tablier et suivit Maurice à travers la cour jusqu'à la bâtisse principale. Jamais elle n'avait pénétré dans le château lui-même. L'intérieur était aussi imposant que l'extérieur, avec ses plafonds hauts et ses meubles massifs en bois sombre. Le bureau de Pierre Dufresne sentait le cuir et le tabac. L'homme lui-même se tenait devant une fenêtre, contemplant ses vignes. Il se retourna lentement à son entrée. La cinquantaine bien entamée,
le visage marqué par les années et l'autorité, il dégageait cette assurance propre aux hommes, habitués à être obéis sans question. « Alors c'est toi, la gitane qui s'introduit dans mes écuries en pleine nuit », dit-il sans préambule, ses yeux froids l'évaluant de la tête aux pieds. Marguerite soutint son regard. « Oui, monsieur. Tu sais ce qu'on fait aux voleurs sur mes terres ?»« Je n'ai rien volé, monsieur, » répondit-elle calmement. « J'ai simplement parlé à votre cheval. » Un rictus déforma les lèvres de Dufresne. « Parler à mon cheval ? Ce monstre a tué mon meilleur soigneur. Des experts venus de toute la Provence ont échoué à l'approcher. Et toi, une gitane sans instruction, tu prétends l'avoir apprivoisé en une nuit ?» Maurice s'éclaircit la gorge. « Monsieur, plusieurs témoins l'ont vu. L'animal l'a laissé le toucher. C'est inhabituel. » Une lueur d'intérêt traversa le regard de Dufresne. Il s'approcha de Marguerite, l'examinant comme une marchandise sur un étal. Cet étalon valait une fortune avant son accident. Pour la reproduction, les acheteurs venaient de toute l'Europe. Il fit une pause. Calculateur. 3 semaines. Tu as 3 semaines pour le rendre utilisable, docile, prêt pour la reproduction. Si tu réussis, tu garderas ton emploi ici. Si tu échoues, le sous-entendu flottait lourdement dans l'air. « Vous ne pouvez pas le forcer en 3 semaines, » protesta doucement Marguerite. « Il a besoin de temps pour guérir. Ce n'est pas un enfant blessé, c'est un animal, » trancha Dufresne. « Un investissement. 3 semaines, où vous disparaissez tous les deux, toi sur les routes, lui à l'abattoir de Lyon. » Ces mots glacèrent le sang de Marguerite. L'idée de cet animal magnifique traîné à l'abattoir lui était insupportable. Elle hocha lentement la tête. « J'accepte votre délai, monsieur. » De retour à la cuisine, Madame Tourvel l'accueillit avec un regard interrogateur. « Toujours vivante, à ce que je vois. Qu'a dit le patron ?»« J'ai 3 semaines pour aider Étoile, » répondit Marguerite, reprenant machinalement son couteau à éplucher. La cuisinière laissa échapper un sifflement. « Étoile ? Tu as donné un nom à cette bête ? » « C'est son nom, je l'ai entendu dans ses yeux. »« Entendu dans ses... » Madame Tourvel secoua la tête. « Dufresne a pris ses terres aux gitanes pendant la guerre, tu sais. Mon mari disait que c'était une appropriation malhonnête. Il n'aime pas ton peuple. Je ne demande pas qu'il m'aime, » murmura Marguerite. « Juste qu'il me laisse aider cet animal. » Les jours suivants, Marguerite établit une routine clandestine. Bien avant l'aube, elle se glissait hors du dortoir pour rejoindre l'écurie isolée. Elle y restait 1 heure, simplement assise dans un coin, chantonnant doucement sans jamais s'approcher d'Étoile. Puis elle retournait à ses tâches quotidiennes, cuisine, nettoyage, lessive, avant de revenir au crépuscule pour une nouvelle session. Le 3e matin, elle apporta avec elle une brosse usée trouvée dans la remise. Sans regarder directement Étoile, elle commença à nettoyer ses propres outils, puis à brosser le sol du box. L'étalon l'observait, méfiant mais curieux. « Je ne suis pas venu te contrôler, » lui dit-elle doucement en romani. « Je suis venu te tenir compagnie. Nous sommes tous deux des étrangers ici, non ?» Au 6e jour, elle remarqua que l'animal s'était légèrement rapproché pendant qu'elle chantait. Au 8e, il accepta un morceau de pomme de sa main tendue, ses naseaux effleurant à peine sa paume, avant de reculer précipitamment. Ce fut lors de la 2e semaine que Marguerite découvrit véritablement l'étendue des blessures d'Étoile. Un matin, l'étalon lui permit d'approcher suffisamment pour examiner ses flancs. Ce qu'elle vit la fit frémir d'horreur. Des cicatrices profondes parcouraient son corps, certaines anciennes, d'autres à peine guéries. Des marques de fouet zébraient ses hanches, et des traces de mort cruelle étaient visibles aux commissures de sa bouche. « Alors c'est ainsi qu'ils ont transformé ta confiance en peur, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Qui t'a fait cela, mon beau ?» Elle commença à préparer des cataplasmes de lavande sauvage cueillis dans les champs adjacents. Chaque matin, elle appliquait délicatement le mélange apaisant sur les blessures les plus douloureuses, parlant constamment à Étoile d'une voix douce. « Le secret n'est pas de dompter, mon ami, mais de conquérir. » lui disait-elle en nettoyant une plaie particulièrement vilaine sur son antérieur droit. « Tu n'es pas une bête à briser, mais un esprit à comprendre. » Un soir, alors qu'elle terminait ses soins, Bernard, le vieux forgeron de la propriété, apparut à l'entrée de l'écurie. Marguerite se figea, craignant des ennuis.
N'aie pas peur, petite, dit-il doucement. Je voulais juste voir de mes propres yeux. Bernard s'approcha prudemment, respectant la distance qu'Étoile semblait tolérer. J'étais là quand Jean-Baptiste est mort. J'ai vu la panique dans les yeux de ce cheval. Ce n'était pas de la méchanceté. Que s'est-il vraiment passé ? Demanda Marguerite. Le vieil homme secoua la tête. Des rumeurs courent, des choses qu'il vaut mieux ne pas répéter. Il observa comment Étoile permettait à Marguerite d'examiner ses sabots. Tu n'utilises ni corde, ni fouet, ni éperon. Juste des mots et de la patience, confirma-t-elle. Bernard hocha la tête, pensif. Ma grand-mère disait que les gitanes comprennent les chevaux mieux que quiconque. Peut-être avait-elle raison. Au fil des jours, d'autres travailleurs commencèrent à observer discrètement les progrès de Marguerite. L'attitude de Madame Tourvel elle-même changea subtilement. Des morceaux de pain supplémentaires apparaissaient mystérieusement dans les poches de Marguerite. Des herbes fraîches étaient déposées près de son lit. La 3e semaine apporta un défi inattendu. Pierre Dufresne, impatient de constater les résultats, apparut un matin à l'écurie accompagné de Maurice et d'un homme inconnu aux manières guindées. « Monsieur Reynard est un expert en reproduction équine », annonça Dufresne. « Il évaluera les progrès d'Étoile. » Dès l'entrée des hommes, Marguerite sentit Étoile se tendre. L'étalon recula vers le fond du box, ses oreilles plaquées en arrière, ses yeux roulants de peur. « Patience, messieurs, » dit-elle doucement, se plaçant entre l'animal et les visiteurs. « Il n'est pas habitué aux étrangers. Je n'ai pas de temps à perdre, » répliqua sèchement Dufresne. « Montre-nous ce que tu as accompli en 3 semaines. » Marguerite se tourna vers Étoile, lui murmurant des paroles apaisantes en romani. Lentement, l'étalon se détendit légèrement, mais continuait de fixer les hommes avec méfiance. « Il a besoin d'espace, » expliqua-t-elle. « Il a été maltraité. » Maltraité ? Dufresne fronça les sourcils. C'est un animal de prix qui a reçu les meilleurs soins. Ces cicatrices racontent une autre histoire, répondit calmement Marguerite, désignant les marques sur les flancs d'Étoile. Un silence inconfortable s'installa. Reynard s'approcha avec précaution, examinant l'étalon de loin. Impressionnant qu'il vous laisse l'approcher, admit-il finalement. Mais est-il manipulable ? Accepterait-il l'étalonnage ? Pas encore, répondit honnêtement Marguerite. Il commence à peine à me faire confiance. Il faudrait des mois avant qu'il... Des mois ? Interrompit Dufresne. Je t'ai donné 3 semaines, gitane. Le délai expire après-demain. Monsieur, intervint Maurice, peut-être pourrions-nous prolonger ? Le festival de la transhumance a lieu dans 3 jours à Saint-Rémy, coupa Dufresne. Une occasion parfaite pour montrer les progrès d'Étoile au public. Les acheteurs potentiels seront nombreux. C'est trop tôt, protesta Marguerite. La foule, le bruit, il n'est pas prêt. Il le sera, affirma Dufresne d'un ton sans appel. Tu le présenteras toi-même au festival. Montre à tous le miracle que tu as réalisé, mais si cet animal blesse quelqu'un, ce sera la fin pour vous deux. Cette nuit-là, Marguerite resta dans l'écurie bien plus longtemps que d'habitude. Assise près d'Étoile, elle lui expliquait ce qui les attendait, comme s'il pouvait comprendre chaque mot. « Ils veulent te montrer comme une curiosité », murmura-t-elle, caressant doucement son encolure. « Mais nous leur prouverons que tu n'es pas un monstre. Tu es juste un être qui a souffert, comme moi. » Les préparatifs pour le festival occupèrent les 2 jours suivants. Toute la propriété était en effervescence, chargeant vin et produits sur des charrettes. Étoile serait transportée dans une remorque spéciale, accompagnée par Marguerite. Le matin du départ, la jeune femme passa des heures à préparer l'étalon, brossant son pelage jusqu'à ce qu'il brille comme de l'onyx sous le soleil matinal. Elle lui parlait constamment, l'habituant aux odeurs différentes qu'il rencontrerait, aux sons qui pourraient l'effrayer. Saint-Rémy de Provence était en pleine célébration quand ils arrivèrent. Les rues anciennes bourdonnaient d'activités, décorées de guirlandes colorées. Des bergers conduisaient leurs troupeaux de moutons à travers la ville, entourés de chiens de berger vigilants. Musique provençale et odeur de cuisine emplissaient l'air. Le cœur de Marguerite battait à tout rompre quand elle guida Étoile hors de la remorque. L'étalon tremblait visiblement, ses yeux écarquillés face à tant de stimulations nouvelles. Elle resta près de sa tête, murmurant constamment des paroles rassurantes.
Une foule curieuse se forma rapidement autour d'eux. « C'est lui, le cheval tueur !» s'exclama quelqu'un. « Celui qui a tué le soigneur d'Avignon. » Étoile s'agita, percevant la tension. Ses oreilles s'aplatirent, ses naseaux se dilatèrent. Marguerite sentit la panique monter en lui. Instinctivement, elle commença à chanter. Doucement d'abord, puis avec plus d'assurance, une mélodie romanie que sa grand-mère lui avait enseignée. Le son clair de sa voix s'éleva au-dessus du brouhaha de la foule. Comme par magie, Étoile se calma. Ses oreilles se redressèrent, attentives à la voix familière. Son souffle rapide ralentit progressivement. La foule observait, médusée. Un groupe d'enfants s'approcha timidement, attiré par le magnifique animal et la mélodie envoûtante. « Est-ce qu'on peut le toucher ?» demanda une petite fille aux tresses blondes. Marguerite hésita, puis acquiesça lentement. Doucement, une main à la fois. « Laissez-le venir à vous. » À l'étonnement général, Étoile resta parfaitement calme pendant que les enfants tendaient leurs petites mains vers son museau. Il les renifla prudemment avant de permettre quelques caresses timides. « C'est comme s'ils se comprenaient sans parole », commenta un homme distingué que Marguerite apprendrait plus tard être le maire de Saint-Rémy. Parmi les spectateurs se trouvait un homme âgé en soutane noire. Ses yeux humides observèrent la scène avec une émotion non dissimulée. Quand la foule commença à se disperser, il s'approcha de Marguerite. « Reconnaître le don de la famille Le Sauvage dans tes mains, enfant. Ta grand-mère Esmeralda aurait été fière, » murmura-t-il. « Mais méfie-toi de Dufresne. Il cache des secrets sombres sur la façon dont il a acquis ces terres après la déportation de ton peuple. » Les mots troublants de Père Laurent résonnaient encore dans l'esprit de Marguerite, tandis qu'elle ramenait Étoile vers l'enclos temporaire préparé pour les animaux participant au festival. L'étalon marchait calmement à ses côtés, ses sabots résonnant sur les pavés anciens de Saint-Rémy, étrangement sereins malgré la foule qui continuait de les observer à distance respectueuse. « Tu as été parfait », murmura-t-elle en romanie, caressant doucement son encolure luisante. « Ils commencent à voir ce que je vois en toi. » Le retour à Château des Larmes fut triomphal, du moins pour Pierre Dufresne. Le propriétaire paradait devant un groupe d'invités dans la cour principale, un verre de vin à la main, vantant les mérites de sa méthode révolutionnaire de dressage, comme si le succès avec Étoile était entièrement son œuvre. Une approche unique, l'entendait-on dire avec emphase. Combinant fermeté traditionnelle et technique moderne, cet étalon vaudra une fortune à la reproduction. Marguerite fut promptement renvoyée aux cuisines dès leur arrivée, reléguée à nouveau au statut de simple servante après avoir joué son rôle de curiosité publique. À travers les fenêtres ouvertes, elle percevait des fragments de conversation, chiffres astronomiques, propositions d'achat, discussions sur la valeur génétique d'Étoile. « Il parle de lui comme d'une machine », confia-t-elle à Madame Tourvel, tout en épluchant mécaniquement des légumes pour le dîner. La cuisinière lui lança un regard compatissant. « Pour Dufresne, tout se mesure en francs, petite. Les gens, les animaux, la terre elle-même. » Ce soir-là, alors que Marguerite effectuait sa visite crépusculaire à Étoile, elle aperçut une silhouette familière qui se dirigeait vers les quartiers des travailleurs. La soutane noire confirmait son identité. Père Laurent était venu à Château des Larmes. Intriguée et légèrement inquiète, elle termina rapidement ses soins à l'étalon et se faufila discrètement vers le bâtiment où le prêtre avait disparu. Des voix étouffées la guidèrent vers l'arrière, où plusieurs travailleurs s'étaient rassemblés autour du vieil homme. « Mademoiselle Beaumont » salua Père Laurent en l'apercevant. « Je vous attendais. » Le prêtre tenait un livre ancien, relié de cuir craquelé. « Ceci appartenait à votre grand-mère », expliqua-t-il en lui tendant l'ouvrage. « L'histoire des Romanies de Provence, incluant votre clan, les Le Sauvage. » Marguerite caressa la couverture usée avec révérence. « Comment avez-vous… » « Esmeralda me l'a confié avant la rafle, » répondit-il, son regard assombri par de vieux souvenirs. « Votre grand-mère était respectée par tous à Saint-Rémy, même par ceux qui craignaient votre peuple. Elle soignait les chevaux malades, lisait les étoiles, connaissait les herbes qui guérissent. Puis la guerre est venue. » Feuilletant délicatement les pages jaunies, Marguerite découvrit des illustrations de campement, des notes sur les migrations saisonnières, des remèdes traditionnels romani. Une carte détaillée montrait des terres étrangement familières.
Ces terres, murmura-t-elle, ce sont Château des Larmes, confirma Père Laurent. Autrefois appelées les Champs des Étoiles par votre peuple. Elles appartenaient à votre clan depuis des générations. Dufresne les a acquises pendant l'occupation, quand les Romani ont été déportés. Les arrangements exacts restent obscurs. Cette révélation frappa Marguerite comme un coup physique. Les vignes qu'elle admirait chaque matin, les collines qui l'accueillaient, tout cela avait été le foyer de sa famille avant sa naissance. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. « Parce que votre don avec Étoile n'est pas un hasard, » répondit le prêtre. « Les Lezauvages ont toujours eu une connexion particulière avec les chevaux, et peut-être est-il temps que la vérité remonte à la surface, comme les os enfouis finissent toujours par percer la terre. » Les jours suivants amenèrent des changements subtils dans la vie à Château des Larmes. Bernard, le vieux forgeron, proposa de montrer à Marguerite comment soigner correctement les sabots d'Étoile. Madame Tourvel la défendit ouvertement lorsqu'une servante l'insulta de voleuse gitane. Même Gilles, le jeune travailleur, commençait à l'accompagner dans ses cueillettes d'herbes médicinales. Un matin, il la prit à part avec une expression inquiète. « J'ai entendu Maurice et le patron discuter, » chuchota-t-il. « Dufresne prévoit de vendre Étoile au Belge Van Houten après la foire d'Arles. C'est un éleveur connu pour ses méthodes brutales avec les étalons reproducteurs. » Cette nouvelle glaça le sang de Marguerite. En quelques semaines, elle avait développé un lien profond avec Étoile. L'étalon la reconnaissait maintenant à l'odeur, hennissant doucement à son approche. Il acceptait qu'elle touche ses anciennes blessures, qu'elle brosse sa crinière emmêlée. Parfois, lorsqu'elle chantait, il posait sa tête massive contre son épaule, comme pour mieux sentir les vibrations de sa voix. L'idée de le voir partir, d'imaginer ses yeux à nouveau emplis de terreur sous un nouveau maître cruel, lui était insupportable. Ce soir-là, elle resta plus longtemps que d'habitude auprès d'Étoile, observant comment la lumière du crépuscule jouait sur son pelage d'ébène, comment ses oreilles pivotaient attentivement vers elle lorsqu'elle parlait. « Nous trouverons une solution, » promit-elle, caressant son chanfrein. « Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. » Le ciel s'assombrissait étrangement à l'ouest quand Marguerite quitta finalement l'écurie. Des nuages violacés s'amoncelaient au-dessus des collines, annonciateurs de la tempête mistrale que les anciens du village prédisaient depuis plusieurs jours. Le vent se leva pendant la nuit, d'abord comme un murmure entre les cyprès, puis comme un hurlement sauvage qui secouait les volets et sifflait sous les portes. Vers minuit, la pluie commença à tomber, violente et cinglante, martelant les toits avec fureur. Marguerite se réveilla en sursaut, tirée du sommeil par un bruit qui surpassait même la tempête. Un hennissement déchirant, empli de terreur pure. Étoile. Sans réfléchir, elle sauta de son lit, enfila rapidement ses vêtements et se précipita dehors, ignorant les appels de Madame Tourvel, lui ordonnant de rester à l'abri. La cour était transformée en bourbier, balayée par des rafales qui manquaient de la renverser à chaque pas. Des tuiles arrachées volaient dangereusement dans l'obscurité, tandis que des éclairs déchiraient sporadiquement le ciel, illuminant la scène de façon spectrale. Les écuries résonnaient de hennissements paniqués. Les palefreniers tentaient désespérément de calmer les animaux affolés, mais c'étaient les cris d'Étoile qui dominaient tous les autres, des sons déchirants qui semblaient émaner des profondeurs mêmes de sa terreur. Marguerite atteignit enfin son box, trempé jusqu'aux os. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Une partie du toit s'était effondrée, laissant entrer pluie et vent. Étoile se cabrait frénétiquement, ses sabots martelant les parois avec une force qui menaçait de briser le bois. « Étoile !» cria-t-elle pour couvrir le vacarme. « C'est moi !» L'étalon ne sembla pas l'entendre, perdu dans sa panique. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, montrant le blanc, comme possédé par une terreur ancestrale. Maurice apparut soudain trempé et échevelé. « Éloigne-toi de là !» hurla-t-il. « Il va tout détruire, peut-être même se tuer. » Mais Marguerite ne l'écoutait pas. Dans un geste qui aurait paru suicidaire à quiconque ne comprenait pas le lien qu'elle avait forgé avec l'animal, elle ouvrit la porte du box et se glissa à l'intérieur. Étoile se cabra de toute sa hauteur, ses sabots antérieurs battant l'air à quelques centimètres de son visage. Maurice et les autres travailleurs retinrent leur souffle, certains de voir la jeune femme écrasée dans les secondes suivantes. Pourtant,
Marguerite resta immobile, regardant directement dans les yeux affolés de l'étalon. « Je suis là », dit-elle simplement, sa voix étrangement audible malgré le tumulte environnant. Un miracle se produisit. Étoile, reconnaissant sa présence malgré sa terreur, abaissa lentement ses antérieurs. Ses naseaux frémissaient encore de peur, mais ses yeux avaient retrouvé une lueur de conscience. Marguerite s'approcha lentement, tendant une main que la pluie rendait luisante. Avec une douceur infinie, elle toucha le chanfrein mouillé de l'animal. « Viens », murmura-t-elle. « Sortons d'ici. » À la stupéfaction générale, elle guida Étoile hors du box endommagé, puis à travers la cour boueuse. L'étalon la suivait comme s'il partageait une bulle de calme au milieu du chaos de la tempête. Sans hésiter, Marguerite conduisit l'animal vers les vignes, puis au-delà, traversant les champs fouettés par le vent jusqu'à atteindre un bosquet où trônait un olivier centenaire. Ses branches tordues offraient un abri relatif contre les éléments déchaînés. Là, épuisée, trempée et frissonnante, elle s'assit contre le tronc massif. Étoile resta debout près d'elle, son grand corps formant un bouclier contre le vent. La tempête continua de faire rage autour d'eux, mais dans leur refuge improvisé, une étrange paix s'était installée. « Tu vois » murmura-t-elle, sa main caressant les jambes puissantes de l'étalon. « Parfois, il faut traverser la tempête pour trouver le calme. » Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, Marguerite somnolant par intermittence contre le tronc, Étoile montant une garde vigilante à ses côtés, comme si leur rôle s'était inversé, l'animal protégeant désormais l'humaine. Les premiers rayons du soleil percèrent enfin les nuages, révélant l'étendue des dégâts causés par la tempête. Des branches jonchaient le sol, des tuiles manquaient aux toitures, et les vignes porteraient les marques du Mistral pendant des semaines. Un groupe de travailleurs, partis à leur recherche dès l'accalmie, les découvrit sous l'olivier. Le spectacle qui s'offrait à eux était saisissant. Marguerite endormie, la tête appuyée contre le tronc noueux, et Étoile, majestueux et immobile, qui veillait sur son sommeil, tel un gardien noir jaillissant d'une légende ancienne. Debout à distance, observant la scène avec des yeux calculateurs, Pierre Dufresne murmura à Maurice « Prépare les documents de vente et organise le transport pour Arles. Ce Belge a doublé son offre après avoir entendu parler de l'incident de la tempête, mais je veux conclure l'affaire avant que la gitane ne découvre ce qui est vraiment arrivé à Jean-Baptiste. » Le retour de Marguerite et d'Étoile après la tempête créa une onde de choc à travers Château des Larmes. L'image de ce puissant étalon noir, autrefois craint de tous, veillant protectivement sur la jeune gitane endormie, sembla transformer quelque chose dans l'atmosphère même de la propriété. On ne parlait plus de la gitane et du cheval fou, mais de Marguerite et d'Étoile comme d'une entité indissociable. Dans les jours qui suivirent, Marguerite remarqua des changements subtils dans l'attitude des travailleurs à son égard. Les regards hostiles se faisaient plus rares, remplacés par une curiosité respectueuse. Des conversations s'interrompaient à son approche, non plus par mépris, mais par une sorte de déférence nouvelle. Un matin, alors qu'elle aidait Madame Tourvel à préparer le petit déjeuner des vendangeurs, la cuisinière lui tendit un panier couvert d'un linge. « Des herbes fraîches pour tes cataplasmes », expliqua-t-elle simplement. Ma mère les utilisait aussi pour les chevaux blessés. Marguerite accepta le cadeau avec un sourire reconnaissant. « Merci, Madame Tourvel. »« Joséphine », corrigea la cuisinière avec un hochement de tête. « Appelle-moi Joséphine. » Ce petit geste, plus que tout autre, symbolisait le changement en cours. Un prénom offert en partage, une barrière invisible abaissée. Mais le succès de Marguerite avec Étoile avait également attisé l'intérêt mercantile de Pierre Dufresne. À plusieurs reprises, elle surprit des conversations entre le propriétaire et de riches visiteurs, venus spécialement pour observer le miracle dont on parlait jusqu'à Marseille. Une démonstration de la valeur d'Étoile, entendit-elle Dufresne expliquer à un homme corpulent aux habits coûteux. La gitane a une certaine habileté avec lui, temporairement utile bien sûr. Une après-midi, alors qu'elle revenait de sa cueillette d'herbes médicinales, elle croisa Maurice qui l'attendait près des cuisines. « Le patron veut te voir », annonça-t-il, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Dans le bureau imposant, Dufresne l'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À ses côtés se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu, aux épaules larges et au regard froid.
Voici Monsieur Van Houten, présenta Dufresne, un éleveur renommé de Belgique. Le Belge l'examina comme on évalue un outil. C'est donc vous, la dresseuse miracle. Je ne dresse pas Étoile, corrigea doucement Marguerite. Je l'aide à guérir. Un sourire condescendant étira les lèvres de Van Houten. Quand nous arriverons à Arles pour la foire agricole, intervint Dufresne en ignorant sa remarque, je vendrai cet animal pour une fortune aux Belges. Vos services ne seront plus nécessaires après cela. Ces mots frappèrent Marguerite comme un coup physique. Elle avait toujours su qu'Étoile n'était qu'une marchandise aux yeux de Dufresne, mais entendre la séparation annoncée si froidement rendait la réalité brutalement concrète. « Monsieur, tenta-t-elle, Étoile n'est pas encore complètement rétabli. Il a besoin d'un propriétaire capable d'exploiter son potentiel, » coupa sèchement Dufresne. « Les sentiments n'ont pas leur place dans les affaires, mais le lien que nous avons créé. » « Un animal est une propriété, pas une famille, » déclara Dufresne avec un geste impatient. « Tout comme les personnes inutiles sont un fardeau pour la société, un cheval n'a de valeur que par ce qu'il produit ou le prix qu'il atteint. » Le mépris dans sa voix était palpable. Marguerite comprit alors que la bataille serait plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Pour Dufresne, ni elle ni Étoile n'étaient des êtres dignes de considération, simplement des moyens d'augmenter sa fortune. Cette nuit-là, blottie contre Étoile dans l'écurie silencieuse, elle pleura doucement dans sa crinière noire. L'étalon resta immobile, comme s'il comprenait sa détresse, son souffle chaud régulier contre son cou. « Comment pourrais-je te laisser partir » murmura-t-elle en romanie. « Tu es tout ce qui me reste. » La nouvelle de la vente imminente d'Étoile se répandit rapidement à travers la propriété. À la surprise de Marguerite, ce fut Madame Tourvel qui prit l'initiative d'organiser secrètement une collecte parmi les travailleurs. « Pour t'aider à acheter Étoile », expliqua-t-elle en montrant la petite bourse de pièces à Marguerite. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Les larmes aux yeux, Marguerite serra la main rugueuse de la cuisinière. « Je ne sais comment vous remercier. »« Pas besoin, » répondit simplement Joséphine. « Nous avons tous vu comment cet animal te regarde. Ce n'est pas naturel de vous séparer. » Hélas, comme Marguerite le découvrit rapidement, la somme rassemblée était dérisoire comparée aux offres que Dufresne espérait recevoir. Van Houten parlait de dizaines de milliers de francs, une fortune que jamais elle ne pourrait réunir. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle guidait Étoile pour une promenade dans les vignes, une liberté récemment accordée grâce au progrès de l'animal, une automobile noire s'arrêta sur le chemin poussiéreux. Un homme en costume élégant en descendit, observant la scène avec intérêt. « Mademoiselle Beaumont » appela-t-il en s'approchant prudemment. Marguerite acquiesça, méfiante, se plaçant instinctivement entre l'étranger et Étoile. « Je suis le maire de Saint-Rémy » se présenta l'homme. « Ce que j'ai vu au festival de la transhumance m'a profondément impressionné. J'ai pensé qu'une visite s'imposait. » Il observa Étoile avec admiration. L'étalon, auparavant si craintif face aux étrangers, restait calme, ses oreilles pointées avec curiosité vers le visiteur. « Monsieur Dufresne, » poursuivit le maire, « considérez le bénéfice public. La jeune femme possède un don qui pourrait aider de nombreux propriétaires ayant des animaux problématiques. » Dufresne, qui les avait rejoints, en apercevant la voiture officielle, répondit avec un sourire crispé. « La politique ne se mêle pas des affaires privées, monsieur le maire. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. » Le sous-entendu était clair, et le maire parut momentanément mal à l'aise. Marguerite comprit qu'il existait entre ces hommes des arrangements que la lumière du jour ne devait pas éclairer. « Bien sûr, » concéda le maire en se retirant. Mais en passant près de Marguerite, il murmura « Père Laurent m'a parlé de votre situation. Ne perdez pas espoir. » Ces encouragements, bien qu'appréciés, semblaient bien faibles face à la détermination de Dufresne de vendre Étoile au plus offrant. Chaque jour qui passait rapprochait l'échéance de la foire d'Arles, et avec elle, la séparation redoutée. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Marguerite se rendit aux écuries pour être auprès d'Étoile. En approchant, elle entendit des voix et se dissimula instinctivement derrière un pilier. « Ne pas répéter les erreurs commises avec Jean-Baptiste », disait Maurice à voix basse. « Ce garçon était trop curieux pour son bien », répondit Dufresne d'un ton sec. Quant à la gitane, elle a rempli son rôle. Van Houten doublera son offre si la démonstration à Arles est convaincante.
Les deux hommes s'éloignèrent, laissant Marguerite troublée par ce qu'elle venait d'entendre. Qui était vraiment Jean-Baptiste, et qu'avait-il découvert qui lui avait coûté la vie? Le lendemain, elle profita d'un moment de calme pour questionner Gilles sur l'ancien soigneur. Il était respecté. Il aimait les animaux? Demanda-t-elle aussi naturellement que possible. Gilles jeta un regard nerveux autour d'eux avant de répondre. Jean-Baptiste était le meilleur. Il connaissait les chevaux mieux que personne. Et il était juste avec eux. Peut-être trop juste pour certains. Que veux-tu dire? Rien, coupa précipitamment le jeune homme. Oublie ça, certaines questions sont dangereuses ici. Cette réticence piqua davantage la curiosité de Marguerite. Profitant d'une absence de Dufresne, partie à Avignon pour affaires, elle se glissa dans l'aile abandonnée des quartiers des Palefreniers. La chambre qui avait appartenu à Jean-Baptiste était verrouillée, mais une vieille habitude romanie lui permit d'en forcer l'accès avec une épingle à cheveux. L'endroit était poussiéreux, figé dans le temps. Sous le matelas délabré, elle découvrit un petit carnet usé. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et soignée. Des observations détaillées sur chaque cheval de la propriété, leur comportement, leur traitement. Les dernières entrées concernaient Étoile. Jean-Baptiste y exprimait son inquiétude face aux méthodes employées sur les talons. Encore battu aujourd'hui sur ordre du patron. Prétexte, indiscipline. Réalité, refus de saillir une jument épuisée. Ces méthodes sont barbares. J'ai averti monsieur que je ne participerai plus à ces pratiques. La dernière phrase glaça le sang de Marguerite. Si cela continue, je contacterai les autorités vétérinaires de Marseille. Tant pis pour les conséquences. Cette découverte confirmait ses soupçons. La mort de Jean-Baptiste n'était peut-être pas un simple accident, et Étoile n'était pas responsable de la tragédie qu'on lui attribuait. Déterminée à découvrir la vérité, elle confronta Bernard, le vieux forgeron, qu'elle savait proche de Jean-Baptiste. « Je ne sais rien », affirma-t-il d'abord, évitant son regard. « Certaines vérités sont dangereuses, petites. Plus dangereuses que de laisser un innocent porter le blâme, » répliqua Marguerite, montrant le carnet. Jean-Baptiste a écrit tout cela. Il savait ce qui se passait vraiment. Le vieil homme soupira profondément, ses épaules s'affaissant comme sous un poids immense. « Jean n'est pas mort par accident », confessa-t-il finalement, la voix brisée. Il défendait Étoile quand il a été écrasé contre le mur. Dufresne avait ordonné qu'on fouette les talons pour qu'il apprenne la discipline, mais Jean s'est interposé. L'animal, affolé par les coups, a paniqué et... Bernard s'interrompit, le visage ravagé par de vieux remords. Nous avons tous gardé le silence, par peur, par lâcheté. Cette révélation éclaira d'un jour nouveau le traumatisme d'Étoile. Ce n'était pas un animal naturellement violent, mais une créature brisée par la cruauté humaine, portant injustement le fardeau d'un crime qu'il n'avait pas commis. Le dimanche suivant, Marguerite accompagna discrètement Madame Tourvel au village voisin. Pendant que la cuisinière assistait à la messe, elle se rendit au petit cimetière attenant à l'église. La tombe de Jean-Baptiste était simple, presque anonyme. Une croix de bois portant son nom, sans date, sans épitaphe. « Il n'avait pas de famille », expliqua une voix derrière elle. Marguerite se retourna pour découvrir Père Laurent, son regard bienveillant posé sur la tombe modeste. Il vous parlait de ce qu'il voyait à Château des Larmes, devina-t-elle. Le prêtre acquiesça lentement. La confession est sacrée, mais Jean-Baptiste me parlait aussi en ami. Sa mort n'a jamais été correctement enquêtée. Il lui tendit un papier plié. Voici quelque chose qui pourrait vous intéresser. Des documents que la communauté romanie conservait précieusement, concernant les terres de Château des Larmes. Ce soir-là, à la lueur d'une bougie, Marguerite déchiffra les documents. Ils prouvaient que les terres avaient été illégalement confisquées pendant l'occupation, avec la complicité active de la famille Dufresne. Alors qu'elle replaçait les papiers dans leur cachette sous une lame du plancher, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Pierre Dufresne se tenait dans l'embrasure, le carnet de Jean-Baptiste à la main, son visage déformé par la colère. « Concentrez-vous sur la préparation d'Étoile pour Arles », siffla-t-il, pas à fouiner dans le passé. La curiosité excessive a des conséquences, gitane. La menace de Dufresne résonnait encore dans l'air lorsqu'il quitta la chambre de Marguerite, laissant derrière lui un silence lourd de danger.
La jeune femme resta immobile un long moment, son cœur battant furieusement contre ses côtes. Comment avait-il découvert ses recherches? Qui l'avait trahi? Plus important encore, jusqu'où irait-il pour protéger ses secrets? Quand les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les persiennes, Marguerite n'avait pas fermé l'œil. Les révélations sur Jean-Baptiste tournoyaient dans son esprit, formant un tableau sinistre. Ce n'était pas Étoile le monstre de l'histoire, mais ceux qui l'avaient brisé délibérément, puis fait porter le blâme d'un crime qu'il n'avait pas commis. Elle se leva, déterminée à approfondir ses découvertes avant la foire d'Arles. Le temps pressait. Chaque jour la rapprochait de la séparation redoutée avec Étoile. J'ai entendu une conversation entre Maurice et Dufresne sur Jean-Baptiste, confia-t-elle à Bernard, alors qu'il ferrait un cheval de trait. Il parlait de ne pas répéter les erreurs commises. Le vieux forgeron jeta un regard nerveux par-dessus son épaule avant de répondre à voix basse. Le petit Jean notait tout. Chaque blessure inexpliquée, chaque méthode cruelle. Il préparait un dossier pour les autorités vétérinaires. Et c'est pour ça qu'il est mort? Bernard hocha lentement la tête, ses mains ridées tremblant légèrement. Ce jour-là, Dufresne avait ordonné qu'on dresse Étoile avec la vieille méthode, le fouet jusqu'à ce que sa volonté se brise. Jean s'est interposé. La suite. Il secoua la tête, incapable de poursuivre. Ce soir-là, Marguerite examina Étoile avec un regard nouveau. Les cicatrices sur ses flancs racontaient une histoire de cruauté systématique. Elle remarqua également des marques particulières autour de ses sabots, comme des entailles régulières. Ce sont des marques d'entrave, expliqua Bernard quand elle l'interrogea. Il l'attachait aux 4 membres, écartelés, pour les saillies forcées. Une technique barbare que Jean refusait d'employer. Comprenant mieux l'origine du traumatisme d'Étoile, Marguerite adapta son approche. Quand l'étalon tressaillait au contact d'un licol, elle prenait le temps de lui montrer l'objet, le laissant le renifler longuement avant même d'essayer de l'approcher de sa tête. Lorsqu'il reculait nerveusement face à certains gestes, elle les décomposait en mouvements plus lents, plus prévisibles. « Tu n'es pas coupable », murmurait-elle en romani, caressant doucement son chanfrein. « Tu as essayé de protéger Jean, n'est-ce pas? Tu n'as jamais voulu lui faire de mal. » Étoile la regardait de ses grands yeux sombres, comme s'il comprenait chaque mot. Un jour, alors qu'elle prononçait le nom de Jean-Baptiste, l'étalon émit un hennissement doux, presque mélancolique, puis posa sa tête massive contre l'épaule de Marguerite, un geste de confiance absolue qui lui arracha des larmes. Ses recherches la menèrent également vers le petit cimetière où reposait Jean-Baptiste. Accompagnée de Madame Tourvel, elle déposa un bouquet de lavande sauvage sur la tombe modeste. « Il n'y a jamais eu d'enquête », confirma la cuisinière en se signant. Dufresne a des amis haut placés, et Jean n'avait personne pour poser des questions. « Sauf Étoile », murmura Marguerite. « Et maintenant, moi. » À mesure que la date de la foire d'Arles approchait, la pression s'intensifiait. Van Houten visitait presque quotidiennement la propriété, discutant ouvertement du prix et des arrangements pour le transport d'Étoile vers la Belgique. Chaque fois qu'il pénétrait dans l'écurie, l'étalon se raidissait, ses oreilles plaquées en arrière, son corps entier vibrant d'une tension que seule Marguerite parvenait à apaiser. « Il te déteste », observa Van Houten avec une froide curiosité. « Pourtant, il obéit à cette fille. »« Pas obéir », corrigea doucement Marguerite. « Il me fait confiance. »« La confiance n'a rien à voir avec les chevaux », répliqua le Belge avec un sourire condescendant. « Juste la dominance et la soumission. Mes méthodes à Anvers régleront rapidement ce problème d'attitude. » Ces mots glacèrent Marguerite jusqu'aux os. Elle savait exactement ce que signifiaient ces méthodes. Plus de douleur, plus de peur, jusqu'à ce que l'esprit d'Étoile soit définitivement brisé. Une nuit, alors que toute la propriété dormait, elle se faufila jusqu'à l'écurie pour un moment d'intimité avec Étoile. L'étalon l'accueillit avec un léger hennissement, son souffle chaud effleurant son visage, alors qu'elle se blottissait contre son encolure puissante. « Je trouverai une solution », promit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne les laisserai pas te faire du mal à nouveau. » Un craquement la fit sursauter. Une silhouette se découpait dans l'embrasure de la porte, celle d'un homme âgé qu'elle n'avait jamais vu. Son cœur s'accéléra, craignant d'avoir été découverte par un homme de Dufresne. « N'aie pas peur, Shay », dit l'inconnu en utilisant le terme romani affectueux pour « fille ». « Je ne suis pas un ennemi. » L'homme s'avança dans la faible lumière.
Son visage buriné portait les marques des années et du soleil, mais ses yeux noirs brillaient d'une intelligence vive. Autour de son cou pendait un ancien médaillon que Marguerite reconnut immédiatement, l'emblème de la famille Le Sauvage. « Je suis Matteo », se présenta-t-il. « Cousin de ta grand-mère Esmeralda, Père Laurent m'a parlé de toi et de ton cheval à l'étoile blanche. » Marguerite remarqua alors ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une petite tache blanche en forme d'étoile, presque invisible sous les crins noirs du poitrail d'étoile. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Je ne l'avais jamais vue. »« Parce qu'elle n'apparaît que lorsque le cheval a trouvé son véritable gardien, » expliqua Matteo en s'approchant prudemment. À la surprise de Marguerite, Étoile ne montra aucun signe d'inquiétude face à ce visiteur inattendu. Nos anciens disaient que certains chevaux portent la marque des étoiles. Ils sont les gardiens de nos secrets les plus précieux. Matteo sortit de sa veste un parchemin usé qu'il déroula avec précaution. « Ce n'est pas une carte ordinaire, » expliqua-t-il en montrant le document couvert de symboles étranges. « C'est un code qui pointe vers notre trésor. » Le vieil homme raconta alors comment, la nuit de la déportation, les anciens du clan avaient dissimulé leurs biens les plus précieux. Non pas de l'or ou des bijoux, mais les documents prouvant leur droit légitime sur les terres que Dufresne occupait désormais. Esmeralda a réussi à cacher les documents des terres avant que les soldats n'arrivent, poursuivit Matteo, sa voix tremblant légèrement à l'évocation de ses souvenirs douloureux. Elle disait toujours que notre trésor serait retrouvé quand un cheval marqué par les étoiles reconnaîtrait un véritable Le Sauvage. Marguerite observa Étoile avec émerveillement. « Est-ce pour cela qu'il m'a mené vers le vieil olivier pendant la tempête ?» Matteo hocha la tête, ses yeux brillants d'excitation. « Les chevaux ont toujours été nos guides. Ils sentent ce que nous ne pouvons voir. L'olivier dont tu parles est mentionné dans nos histoires. Un arbre planté par notre ancêtre Romane lors de l'installation du clan en Provence. » L'espoir fleurissait dans le cœur de Marguerite. Si elle pouvait retrouver ces documents avant la foire d'Arles, peut-être pourrait-elle contester légalement la propriété de Dufresne, et par extension, son droit de vendre Étoile. Le lendemain matin, Dufresne réunit tous les travailleurs dans la cour principale. Debout sur les marches du perron, il annonça d'une voix forte « Le Belge Van Houten arrivera demain pour examiner Étoile une dernière fois. La vente sera finalisée à Arles. J'attends de vous tous une coopération exemplaire pour que cette transaction se déroule sans accroc. » Son regard s'attarda sur Marguerite, une menace à peine voilée dans ses yeux froids. « Certaines personnes pourraient être tentées d'interférer. Je tiens à rappeler que la loi protège la propriété privée et que cet animal m'appartient, comme tout ce qui se trouve sur ces terres. » Incapable de contenir sa colère, Marguerite s'avança. « Cet animal n'est pas seulement une marchandise. Il a une connexion avec cette terre que vous ne comprenez pas. » Un silence stupéfait suivit son intervention. Jamais une simple travailleuse, qui plus est une gitane, n'avait osé confronter publiquement le maître des lieux. Dufresne descendit lentement les marches, s'approchant d'elle, jusqu'à ce que leurs visages ne soient séparés que par quelques centimètres. « Connexion » répéta-t-il avec mépris. « Les chevaux sont des outils, les gens comme vous sont des outils. C'est moi qui décide de la valeur des deux. » Dans l'après-midi, Marguerite retrouva Matteo à la lisière du domaine. Le vieil homme l'attendait avec Père Laurent, penché sur la mystérieuse carte. « Les symboles indiquent un lieu précis, » expliqua Matteo. « Mais certains repères ont changé depuis la guerre. »« Et si nous laissions Étoile nous guider ?» suggéra Marguerite, se rappelant l'instinct infaillible du cheval pendant la tempête. Cette nuit-là, profitant de l'absence temporaire des gardiens postés près de l'écurie, ils conduisirent discrètement Étoile jusqu'au vieil olivier. La lune, presque pleine, baignait le paysage d'une lumière argentée, transformant l'arbre centenaire en silhouette fantomatique. « Voici les mots rituels », murmura Matteo, en tendant à Marguerite un petit morceau de papier. « Récite-les en romani comme le faisait ta grand-mère. » Marguerite prononça doucement l'ancienne incantation, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. Étoile dressa les oreilles, soudain attentif. Puis, comme guidé par une force invisible, il s'approcha des racines noueuses de l'olivier et commença à gratter le sol de son sabot. Le cœur battant, Marguerite s'agenouilla près de l'endroit qu'il indiquait. La terre semblait récemment retournée, plus meuble. « Continue, mon beau », encouragea-t-elle doucement. Étoile creusait avec une précision étonnante, comme s'il connaissait exactement ce qu'il cherchait. Après quelques minutes, son sabot heurta quelque chose de dur.
Un objet métallique reflétait faiblement la lumière lunaire. « Le trésor !» murmura Matteo, les yeux écarquillés. Mais avant qu'il ne puisse l'extraire, une voix tranchante brisa le silence nocturne. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Maurice se tenait à quelques mètres, une lanterne à la main, son visage durci par la colère. Derrière lui, 2 hommes attendaient, leurs silhouettes menaçantes dans la pénombre. « Ramenez le cheval à l'écurie », ordonna-t-il sèchement. « Et vous, mademoiselle, le patron veut vous voir, immédiatement. » Forcée de laisser leur découverte, Marguerite fut escortée jusqu'au bureau de Dufresne. L'homme l'attendait, assis derrière son imposant bureau, un verre de cognac à la main. « Je vous avais averti des conséquences de la curiosité excessive, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « À partir de maintenant, vous n'approcherez plus Étoile sans surveillance. La vente aura lieu comme prévu, et vous quitterez ma propriété le jour même. » De retour dans sa petite chambre, Marguerite trouva Madame Tourvel qui l'attendait, le visage grave. « Les gardes surveillent l'écurie jour et nuit maintenant », l'informa-t-elle à voix basse. « Mais ne désespère pas, petite. Père Laurent a contacté des amis à Arles, des journalistes qui seront présents à la foire. » La veille du départ pour Arles, alors que la propriété bourdonnait des préparatifs, Marguerite parvint finalement à obtenir un bref moment seul avec Étoile. Les gardes, occupés à charger les charrettes de vin et de produits pour la foire, avaient momentanément relâché leur vigilance. L'étalon l'accueillit avec un hennissement doux, frottant sa tête massive contre son épaule comme pour la réconforter. Marguerite enroula ses bras autour de son puissant cou, respirant profondément son odeur familière, un mélange de foin frais, de cuir et de cette essence particulière qui n'appartenait qu'à lui. « Demain, mon Étoile », murmura-t-elle en romani, les larmes coulant librement sur ses joues, « sera le jour où tous découvriront qui appartient vraiment à ces terres. Et si le trésor existe, ce sera toi qui le révéleras, non pour me rendre riche, mais pour rendre justice à tous ceux qui ont été réduits au silence. » Les paroles murmurées à l'oreille d'Étoile semblaient d'y flotter dans l'air de l'écurie, comme une promesse scellée entre la jeune gitane et le grand étalon noir. Marguerite essuya ses larmes d'un revers de main et posa son front contre celui du cheval, savourant ces derniers instants de proximité avant l'épreuve qui les attendait à Arles. L'animal respirait calmement, son souffle chaud caressant le visage de la jeune femme comme une bénédiction silencieuse. Un raclement de gorge discret les interrompit. Matteo se tenait à l'entrée de l'écurie, son corps âgé se découpant dans la lumière dorée du crépuscule. Ses yeux noirs, profonds comme des puits de sagesse, observèrent la scène avec une émotion contenue. « C'est l'heure, » dit-il simplement en s'approchant. « Nous devons parler avant le départ pour Arles. » Marguerite acquiesça et suivit le vieil homme à l'extérieur. Ils marchèrent en silence jusqu'à la lisière du domaine, là où les vignes cédèrent la place à une prairie sauvage. La nuit commençait à tomber, peignant le ciel de pourpre et d'orange. Avant la guerre, commença Matteo en s'asseyant sur un rocher plat. Ces terres ne s'appelaient pas Château des Larmes, mais les Champs d'Étoiles. « Les Champs d'Étoiles », répéta Marguerite, savourant la sonorité poétique du nom. « Pourquoi ce nom ? Notre clan, les Lezauvages, a toujours navigué en suivant les étoiles, » expliqua le vieil homme, son regard perdu dans le ciel qui s'assombrissait. « Quand nos ancêtres ont décidé de s'établir ici, il y a plus de 2 siècles, ils ont choisi cet endroit parce que le ciel nocturne y était d'une clarté exceptionnelle. Ils disaient que les étoiles semblaient plus proches ici qu'ailleurs. » Il sortit de sa poche un petit objet brillant qu'il tendit à Marguerite. C'était une broche en argent représentant une constellation. « Cassiopée » murmura-t-elle en reconnaissant la forme. « La constellation de la reine », confirma Matteo. « Le symbole de notre clan. Esmeralda la portait toujours. » Marguerite serra la broche dans sa paume, sentant le métal se réchauffer contre sa peau. « Comment avons-nous perdu ces terres ?» Le visage de Matteo s'assombrit. En 1942, les autorités de Vichy ont lancé une grande rafle contre les nomades, comme ils nous appelaient. Notre communauté a été prévenue quelques heures avant, grâce à un gendarme qui avait une dette envers ton grand-père. Il ferma les yeux, comme pour mieux voir les images du passé. Cette nuit-là, Esmeralda a rassemblé tous nos documents de propriété, nos registres familiaux et quelques objets précieux. Elle savait qu'ils allaient tout nous prendre. Et elle les a cachés,
compléta Marguerite. Pas seulement cachées, corrigea Matteo. Elle les a protégées par un ancien rituel romani. La légende dit que seul un véritable lesauvage et un cheval au cœur pur pourraient-on les retrouver. Il déroula un parchemin jauni sur ses genoux. Ce n'était pas une carte ordinaire, plutôt un enchevêtrement de symboles, de constellations et de motifs traditionnels romani. Ceci n'est pas un simple plan, expliqua-t-il. C'est un code qui ne peut être lu qu'à travers la mémoire de notre peuple et la connexion avec la terre. Marguerite étudia les symboles étranges, certains lui rappelant les motifs brodés sur les jupes de sa grand-mère, d'autres évoquant les constellations qu'Esmeralda lui avait enseignées. Et Pierre Dufresne, comment est-il entré dans l'histoire? Le visage de Matteo se durcit. Un jeune collaborateur ambitieux. Il a facilité la déportation de notre communauté, falsifié des documents, et s'est approprié nos terres avec l'aide des autorités de Vichy. Après la guerre, quand les survivants sont revenus, il avait déjà consolidé sa position. Qui écouterait des gitans face à un respectable homme d'affaires? Marguerite comprenait maintenant pourquoi Dufresne détestait tant son peuple, la culpabilité et la peur que la vérité n'éclate un jour. Et Étoile dans tout ça? Comment est-il lié à notre histoire? Un sourire mystérieux éclaira le visage ridé de Matteo. As-tu remarqué la marque blanche sur son poitrail? Exactement comme les chevaux sacrés de notre tradition. La marque de l'étoile, murmura Marguerite, se rappelant la petite tache blanche qu'elle avait à peine remarquée sous l'épaisse crinière noire. Dans nos croyances, ces chevaux sont des gardiens. Ils sentent les injustices passées et protègent la mémoire de la terre. Matteo posa une main sur l'épaule de Marguerite. Ce n'est pas un hasard s'il t'a mené à l'olivier pendant la tempête. Il essayait de te montrer quelque chose. Cette révélation illumina soudain l'esprit de Marguerite. Le comportement d'Étoile lors de la tempête n'était pas simplement une recherche d'abri. Il l'avait délibérément conduite vers un lieu précis, guidé par un instinct plus ancien que sa propre mémoire. « Nous devons retourner à l'olivier », décida-t-elle en se levant. « Pas ce soir », tempéra Matteo. « Les hommes de Dufresne surveillent en chacun de tes mouvements. Mais demain, à Arles ?» « À Arles !» Père Laurent a déchiffré une partie du code. Le trésor n'est pas enterré sous l'olivier comme nous le pensions. L'arbre n'était qu'un indice, un point de départ sur la carte stellaire. Il pointa un symbole particulier sur le parchemin. Vois-tu cette marque? Elle représente un lieu où les Romains gardaient leur propre trésor. Un lieu que nous visiterons demain. L'arène d'Arles, souffla Marguerite, comprenant soudain. Matteo hocha la tête. Exactement. Et si nos calculs sont justes, demain, quand le soleil sera au zénith au-dessus de l'arène, Étoile saura exactement où chercher. Un frisson d'anticipation parcourut l'échine de Marguerite. Pour la première fois depuis des semaines, l'espoir renaissait. Le lendemain matin, la propriété s'éveilla dans une effervescence inhabituelle. Des charrettes chargées de produits pour la foire étaient alignées dans la cour principale. Les bouteilles de vin soigneusement emballées dans la paille brillaient comme des joyaux sous le soleil matinal. Pierre Dufresne, impeccable dans son costume sombre, supervisait personnellement les derniers préparatifs. Lorsque Marguerite émergea du dortoir des femmes, il lui lança un regard glacial. « Je vous conseille de vous tenir à carreau aujourd'hui, mademoiselle, » avertit-il à voix basse. « Cet animal va doubler ma fortune, et rien, surtout pas une gitane, ne se mettra en travers de cette vente. » Marguerite soutint son regard sans ciller. « Je ferai mon travail, monsieur, comme toujours. » La préparation d'Étoile fut minutieuse. Marguerite brossa son pelage noir jusqu'à ce qu'il brille comme de l'anthracite sous le soleil. Elle tressa délicatement sa crinière, y glissant discrètement un petit ruban rouge, couleur de protection dans la tradition romani. L'étalon semblait comprendre l'importance de cette journée. Il se tenait plus droit, plus fier. Ses yeux intelligents suivant chaque mouvement de Marguerite avec une attention soutenue. « Aujourd'hui, tout va changer », lui murmura-t-elle en romani tout en ajustant le licol de cuir souple qu'elle avait spécialement choisi pour ne pas blesser sa bouche sensible. « Fais-moi confiance jusqu'au bout. » Van Houten se présenta peu avant le départ, accompagné de 2 assistants à l'air austère. Il examina Étoile avec des yeux de propriétaire, ce qui fit frémir l'animal d'indignation. « Mes écuries, en Belgique, sont les plus modernes d'Europe.
déclara-t-il en caressant distraitement l'encolure d'étoile, ignorant la tension évidente du cheval. J'ai des équipements de contention spéciaux pour les chevaux. Difficile. Le terme « contention » fit bouillir le sang de Marguerite, mais elle maintint un visage impassible. « Il n'est pas difficile quand on le traite avec respect », dit-elle simplement. Le Belge eut un rire condescendant. « Le respect. Les chevaux comprennent la hiérarchie, mademoiselle, pas les sentiments. Mon étalon reproducteur principal a engendré 27 poulains l'an dernier. Et croyez-moi, ce n'était pas en le respectant. » La caravane quitta Château des Larmes, alors que le soleil atteignait le quart de sa course dans le ciel. Dufresne avait insisté pour qu'Étoile soit au centre de la procession, précédée et suivie par des charrettes décorées de rameaux de vigne et de bouteilles exposées comme des trophées. La gitane marchera à côté de lui, avait-il ordonné. C'est un spectacle encore meilleur, la dompteuse et la bête. Sur la route poussiéreuse menant à Arles, Marguerite remarqua des silhouettes familières postées à intervalles réguliers. Des hommes et des femmes aux vêtements colorés, au teint hâlé. Des Romani venus des campements voisins, alertés par Matteo. Ils échangeaient des signes discrets, un langage silencieux que seuls les initiés pouvaient comprendre. À mi-chemin, la caravane fit halte dans un petit village pour se rafraîchir. Van Houten profita de cette pause pour examiner Étoile plus en détail, mesurant ses dents, palpant sa structure musculaire avec des gestes cliniques qui faisaient tressaillir l'animal. « J'espère que vous ne vous êtes pas trop attaché à lui », dit-il à Marguerite avec un sourire froid. « Les affaires sont les affaires. Les véritables liens ne se brisent pas si facilement, » répondit-elle calmement, caressant l'encolure d'Étoile pour l'apaiser. Lorsqu'ils traversèrent Saint-Rémy, une foule s'était massée pour voir passer la procession. Les enfants couraient aux côtés d'Étoile, s'exclamant avec admiration devant sa taille impressionnante. « C'est lui, le cheval dompté par la gitane !» criait-il avec excitation. Père Laurent se tenait sur les marches de l'église, bénissant discrètement la comitive d'un signe de croix. Lorsque Marguerite passa devant lui, il lui glissa subrepticement un petit paquet dans la poche de sa jupe, sans que personne ne le remarque. Le voyage se poursuivit sans incident majeur, jusqu'à ce que Van Houten, impatient de démontrer son autorité, saisisse brusquement le licol d'Étoile pour le guider lui-même. L'étalon se cabra immédiatement, ses yeux s'emplissant d'une panique familière. « Contrôlez-le mieux !» aboya Dufresne à Marguerite. « Si cette affaire échoue par votre faute, vous ne travaillerez plus jamais en Provence. » Marguerite s'interposa calmement, murmurant des paroles apaisantes qui calmèrent progressivement l'animal. Ses doigts effleurèrent la marque blanche sur son poitrail, désormais plus visible qu'auparavant, comme si elle brillait d'une lumière intérieure. En fin d'après-midi, la silhouette majestueuse des arènes d'Arles se dessina à l'horizon. L'antique construction romaine se dressait contre le ciel rougeoyant, témoignage silencieux de 2 millénaires d'histoire. Marguerite remarqua qu'Étoile fixait étrangement l'édifice, ses oreilles pointées avec une attention soutenue, comme s'il reconnaissait un lieu familier. Ce soir-là, logée dans une auberge à la périphérie d'Arles, Marguerite attendit que les bruits de la maison s'estompent, avant d'ouvrir le petit paquet laissé par Père Laurent. À l'intérieur se trouvait un fragment de parchemin représentant un plan romain ancien de la ville et un message troublant. « Le trésor n'est pas sous l'olivier, mais là où les Romains gardaient leur propre trésor. Et demain, quand le soleil atteindra son zénith au-dessus de l'arène, Étoile saura exactement où chercher. » Marguerite serra le fragment de parchemin contre son cœur, les mots de Père Laurent résonnant dans son esprit comme une promesse. Une nouvelle aube se lèverait demain, différente de toutes celles qu'elle avait connues jusqu'à présent. Dans la chambre exiguë de l'auberge aux abords d'Arles, elle s'autorisa enfin à fermer les yeux, bercée par l'espoir et l'appréhension mêlées. L'aube teintait à peine le ciel d'une lueur pâle lorsque la cour de l'auberge s'anima. Les travailleurs de Château des Larmes s'affairaient déjà autour des charrettes, ajustant les décorations, polissant les bouteilles de vin qui seraient exposées à la foire. Pierre Dufresne, impeccablement vêtu malgré l'heure matinale, supervisait chaque détail avec une attention maniaque. « Que la procession soit parfaite », ordonna-t-il en ajustant ses manchettes. « Je veux que tout Arles parle de Château des Larmes avant midi. » Marguerite se tenait près des écuries temporaires, brossant méticuleusement le pelage d'Étoile. L'animal semblait particulièrement éveillé ce matin-là, ses oreilles pivotant constamment comme s'il captait des signaux invisibles.
Sous ses doigts, Marguerite sentait les muscles puissants tressaillir d'une énergie contenue. « Tu sens quelque chose, n'est-ce pas » murmura-t-elle en romani, ses lèvres près de l'oreille veloutée du cheval. Comme si la terre elle-même te parlait. Étoile tourna légèrement sa tête massive vers elle, son œil sombre reflétant une intelligence presque surnaturelle. Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Aujourd'hui, plus que jamais, elle percevait la profondeur de leur connexion, un lien qui transcendait les mots. La caravane s'ébranla au son d'un clairon improvisé. Dufresne avait orchestré un véritable spectacle. En tête marchèrent des musiciens locaux jouant des airs provençaux, suivis par des charrettes ornées de guirlandes végétales et de bouteilles scintillantes. Au centre de cette procession, Étoile s'avançait majestueusement, Marguerite à ses côtés, tous deux formant un tableau saisissant qui attirait tous les regards. La dompteuse gitane et sa bête apprivoisée, commentèrent les spectateurs qui s'assemblaient le long du chemin poussiéreux. Van Houten se tenait à l'avant, près de Dufresne, les deux hommes conversant à voix basse, échangeant parfois des regards satisfaits en direction d'Étoile. Leur complicité glaçait le sang de Marguerite. « 50 000 francs, c'est convenu », entendit-elle le Belge affirmer. « Mais je veux une démonstration complète avant de signer. »« Vous l'aurez », assura Dufresne. « La gitane fera exactement ce qu'on lui dira. » Le soleil montait progressivement dans le ciel, transformant la route en ruban de poussière dorée. La chaleur s'intensifiait, faisant perler la sueur sur le front de Marguerite. Elle remarqua alors des silhouettes familières positionnées stratégiquement le long du parcours. Des hommes et des femmes aux vêtements colorés, aux peaux hâlées par le soleil méridional. Des Romani. Leurs regards se croisaient furtivement, et parfois un geste discret était échangé. Un signe de tête, une main qui effleurait un foulard d'une certaine manière. Un langage silencieux que Marguerite déchiffrait instinctivement. Ils étaient venus, alertés par Matteo, formant une chaîne invisible de solidarité. Étoile, étrangement, semblait percevoir cette présence amie. Chaque fois qu'il passait près d'un Romani, ses oreilles pivotaient avec intérêt, son pas devenait plus léger, presque dansant. Marguerite se demanda si les chevaux, comme le prétendaient les anciennes légendes de son peuple, pouvaient reconnaître ceux qui respectaient l'âme cachée sous le pelage. À mi-chemin d'Arles, la caravane fit halte près d'une source pour se désaltérer. Les chevaux furent conduits à l'abreuvoir, tandis que les hommes se rafraîchissaient à l'ombre des platanes centenaires. Van Houten en profita pour s'approcher d'Étoile, son regard clinique évaluant chaque détail de l'animal comme un bijoutier examine une pierre précieuse. « Parfaite conformation », marmonna-t-il en palpant les membres puissants de l'étalon. « Poitrail idéal pour la traction lourde. Sa progéniture vaudra une fortune. » Étoile supportait cet examen avec une patience contrainte, mais Marguerite percevait sa tension croissante. Les naseaux du cheval se dilataient légèrement, ses muscles se raidissaient sous les mains invasives du Belge. « Il n'aime pas être manipulé ainsi », intervint-elle doucement. Van Houten lui lança un regard dédaigneux. « Señorita, j'espère que vous ne vous êtes pas trop attaché à lui. Dans mon haras, nous avons des méthodes efficaces pour gérer les étalons récalcitrants. » Il sortit de sa poche un petit instrument métallique que Marguerite reconnut avec horreur, un mors de bride particulièrement sévère, conçu pour briser la résistance même des chevaux les plus rebelles. « Ceci résoudra tout problème d'attitude, » affirma-t-il avec un sourire froid. « Les affaires sont les affaires. » Marguerite sentit son cœur se serrer. L'idée d'Étoile soumis à nouveau à de telles méthodes lui était insupportable. Elle posa une main apaisante sur l'encolure frémissante du cheval, lui transmettant silencieusement sa présence. « Il comprend plus que vous ne pensez, » dit-elle simplement. « Et il se souvient de tout. » Le village de Saint-Rémy apparut au détour du chemin, ses maisons de pierre dorée brillant sous le soleil de midi. Une foule s'était rassemblée pour voir passer la caravane, principalement des enfants excités et des villageois curieux. « C'est lui, le cheval qui a tué un homme !» s'exclama un garçonnet en pointant Étoile du doigt. « Non, c'est le cheval que la gitane a apprivoisé avec sa magie », corrigea une petite fille aux tresses blondes. Leur voix aiguë et leurs mouvements brusques auraient dû effrayer Étoile, mais l'étalon avançait calmement, presque dignement, comme conscient de représenter quelque chose qui le dépassait. Marguerite chantonnait doucement à ses côtés,
une mélodie romanie que sa grand-mère lui avait enseignée, une chanson de courage face à l'adversité. Sur les marches de l'église, Père Laurent observait la procession. Lorsque Marguerite passa devant lui, il esquissa un discret signe de bénédiction, puis glissa subrepticement un petit objet dans la poche de sa jupe. Elle sentit le poids léger contre sa cuisse, mais n'osa pas vérifier immédiatement ce que c'était. La route s'étendait maintenant à travers des champs de lavande, l'air embaumé de leur parfum enivrant. C'est alors que Van Houten, impatient de démontrer son autorité sur sa future acquisition, s'approcha d'Étoile et saisit brusquement son licol. « Laissez-moi vous montrer comment il doit être mené », déclara-t-il en tirant fermement. La réaction fut immédiate et violente. Étoile se cabra, ses yeux s'injectant soudain d'une panique mêlée de rage. Les souvenirs d'anciennes brutalités ressurgissaient, déclenchés par ce simple geste autoritaire. « Contrôlez cet animal », hurla Dufresne, son visage empourpré par la colère. « Si cette affaire échoue par votre faute, vous ne travaillerez plus jamais en Provence. » Marguerite s'interposa calmement entre l'homme et le cheval, ignorant le danger que représentaient les sabots puissants battant l'air à quelques centimètres de son visage. Sa voix s'éleva, claire et mélodieuse, formant les sons anciens de sa langue maternelle. Étoile, reconnaissant ces sons familiers, commença progressivement à se calmer. « Vous voyez » dit-elle doucement, caressant l'encolure moite de sueur de l'animal. « Il répond à la gentillesse, pas à la force. » Van Houten renifla avec dédain, mais une lueur d'inquiétude traversa son regard. Il n'avait pas prévu une telle réaction, ni une telle connexion entre la jeune femme et l'étalon. Le reste du voyage se déroula sans incident majeur. À mesure qu'ils approchèrent d'Arles, le paysage changeait subtilement. Les collines douces cédèrent la place à une plaine plus aride, et au loin, les contours majestueux des arènes romaines se dessinaient contre le ciel bleu intense. Étoile semblait étrangement attiré par cette silhouette antique. Ses oreilles se dressèrent, son pas devint plus déterminé, comme s'il reconnaissait un lieu longtemps cherché. Marguerite observa ce changement avec fascination, se rappelant les paroles de Matteo sur les chevaux qui sentent la mémoire de la terre. L'entrée dans Arles fut triomphale. Les rues étroites s'étaient parées pour la foire agricole annuelle, des étals colorés bordant les avenues, des drapeaux et des bannières flottant au vent léger. La procession de Château des Larmes attirait tous les regards, Étoile en particulier suscitant murmures et exclamations admiratives. « C'est le fameux étalon meurtrier. Non, regarde comme il est calme maintenant. C'est la gitane qui l'a transformé avec ses sortilèges. » Marguerite entendait ces commentaires sans réagir, concentrée uniquement sur Étoile et sur le moment crucial qui approchait. Le soleil montait inexorablement vers son zénith, ses rayons devenant presque verticaux sur les pavés anciens de la cité romaine. Ils atteignirent finalement la place des Arènes, cœur battant de la foire. Là, dans l'ombre imposante du monument bimillénaire, Dufresne avait fait installer un espace dédié aux produits de Château des Larmes. Des tables couvertes de nappes blanches présentaient fièrement les bouteilles aux étiquettes dorées, tandis qu'une petite estrade avait été dressée pour la présentation officielle d'Étoile. « L'enchère commencera dans 1 heure », annonça Dufresne à Van Houten. « D'autres acheteurs potentiels sont attendus, mais vous restez prioritaire, bien entendu. » Le Belge hocha la tête avec satisfaction, déjà propriétaire dans son esprit. « Je veux que la gitane le présente, qu'elle montre à tous ce qu'il peut faire. » Marguerite profita d'un moment de confusion pour vérifier discrètement l'objet que Père Laurent lui avait glissé. C'était une petite clé ancienne, accompagnée d'un message griffonné « Porte sud des arènes, galerie inférieure, Matteo vous y attend. » Son cœur s'accéléra. Tout convergeait vers ce moment, comme si chaque pas depuis sa rencontre avec Étoile l'avait mené précisément ici, sous le soleil écrasant d'Arles, face aux pierres millénaires qui avaient en vue défiler tant d'histoires humaines. Profitant d'un moment où Dufresne était occupé avec des officiels locaux, Marguerite conduisit doucement Étoile vers l'imposante structure. L'étalon la suivait avec une confiance absolue, son pas devenant étrangement cérémonieux à mesure qu'ils approchaient de l'entrée sud. Dans l'ombre fraîche de la galerie inférieure, Matteo attendait comme promis, accompagné de plusieurs anciens Romani. Leurs visages graves s'illuminèrent en voyant Marguerite et Étoile apparaître dans l'encadrement de pierre.
Il est presque midi, murmura Matteo en regardant les rayons de soleil qui commençaient à percer verticalement à travers les interstices du monument. Bientôt, la vérité enfouie émergera à la lumière, comme les os enterrés finissent toujours par percer la terre. Les paroles de Matteo résonnèrent dans la fraîcheur de la galerie, tandis que les rayons du soleil commençaient à percer verticalement à travers les interstices séculaires. Étoile semblait transfigurée, son pelage noir captant chaque particule de lumière qui pénétrait dans l'obscurité, comme si son corps absorbait l'histoire même contenue dans ces pierres romaines. « Par ici », chuchota Matteo, guidant Marguerite et l'étalon plus profondément dans les entrailles de l'arène. Le sol pavé, usé par des millénaires de pas, résonnait étrangement sous les sabots d'Étoile. L'animal avançait avec une assurance déconcertante, comme s'il connaissait intimement ce chemin. Ses oreilles pivotaient constamment, captant des sons imperceptibles pour ses compagnons humains. « Il sent quelque chose », murmura Marguerite, observant la tension nouvelle qui animait les muscles puissants de l'étalon. Pendant ce temps, à l'extérieur, la foire agricole d'Arles battait son plein. Les étals colorés débordaient de produits locaux. Les vignerons présentaient fièrement leurs bouteilles aux visiteurs, tandis que les éleveurs exhibaient leurs plus beaux spécimens. L'absence remarquée d'Étoile et de Marguerite ne tarda pas à alerter Pierre Dufresne. « Où est passée cette maudite gitane ?» tempêta-t-il, parcourant frénétiquement la place des yeux. L'enchère commence dans moins d'une heure. Van Houten, impeccable dans son costume clair malgré la chaleur, affichait une irritation grandissante. Si c'est une tentative pour faire monter les enchères, Dufresne, je n'apprécie guère. Dans la fraîcheur des galeries souterraines, Marguerite, Matteo et les anciens atteignirent une section particulière de l'arène. Ici, les rayons du soleil, désormais presque au zénith, créaient un jeu d'ombres et de lumière fascinant sur les pierres antiques. « C'est là », affirma un vieil homme au visage buriné par les années, l'endroit où les Romains cachèrent leurs trésors avant les Jeux. Étoile s'immobilisa soudain, ses naseaux frémissants, son regard fixé sur un point précis du sol dallé. Sans avertissement, il commença à gratter le sol de son sabot droit, d'abord doucement, puis avec une insistance croissante. « Il a trouvé », souffla Matteo, les yeux écarquillés. Exactement comme le disait la prophétie. Le bruit des sabots contre la pierre attira l'attention de quelques visiteurs curieux qui s'aventuraient dans les galeries. Bientôt, un petit attroupement se forma, observant avec fascination le spectacle insolite de ce majestueux étalon noir qui semblait déterminé à déterrer quelque chose. « Que fait ce cheval ?» demanda une femme. « C'est le fameux étalon meurtrier de Château des Larmes », répondit quelqu'un d'autre. Et la jeune femme avec lui, c'est la gitane qui l'a dompté. Les nouvelles se propagèrent rapidement, attirant davantage de curieux, dont quelques journalistes du Provençal venus couvrir la foire. Des appareils photographiques commencèrent à crépiter, immortalisant la scène extraordinaire. À l'extérieur, Dufresne fut alerté par la commotion. Suivi de Van Houten et de Maurice, il se fraya un chemin à travers la foule grandissante, son visage se décomposant à mesure qu'il comprenait ce qui se passait. « Arrêtez immédiatement !» ordonna-t-il en parvenant enfin à la scène. « Cet animal m'appartient. Mes étoiles, comme possédées par une force supérieure, poursuivait sa tâche avec une détermination inébranlable. Ses sabots avaient déjà délogé plusieurs dalles, révélant une cavité sous le sol romain. Un éclat métallique brillait désormais dans l'obscurité. « Le trésor », murmura Marguerite, tombant à genoux pour aider l'étalon dans sa quête. Ses doigts rencontrèrent un objet froid et métallique, un coffret ancien, orné de motifs romains et celtiques entrelacés. Avec l'aide de Matteo, elle le souleva délicatement, le cœur battant à tout rompre. « Ouvrez-le », encouragea une voix dans la foule. Les mains tremblantes, Marguerite fit jouer le mécanisme de fermeture. Le coffret s'ouvrit dans un grincement, révélant son contenu extraordinaire. Des parchemins jaunis par le temps, quelques pièces d'or anciennes et un médaillon en argent représentant la constellation de Cassiopée, le symbole du clan Le Sauvage. « Les archives de notre communauté », s'exclama Matteo, les larmes aux yeux. Les écrits et les documents que notre peuple a gardés pendant des générations. Nous pensions qu'ils avaient été détruits pendant l'occupation. Un homme distingué s'avança.
le maire de Saint-Rémy, accompagné de Père Laurent et d'un officiel à l'air grave qui se présenta comme huissier de justice. Derrière eux, Marguerite aperçut plusieurs visages familiers de Château des Larmes. Bernard le forgeron, Madame Tourvel, et même Gilles, tous venus assister à ce moment historique. « Monsieur Dufresne, » annonça solennellement le maire, « nous devons discuter de certaines irrégularités concernant l'acquisition de vos terres avant que toute transaction commerciale ne soit conclue. » Le visage de Dufresne oscillait entre pâleur et rougeur furieuse. « Ceci est ridicule. Une mise en scène grotesque orchestrée par cette gitane. Ces prétendus « documents » n'ont aucune valeur légale. » L'huissier s'agenouilla pour examiner les parchemins que Matteo lui tendait avec précaution. Ses sourcils se haussèrent progressivement à mesure qu'il déchiffrait leur contenu. « Ces actes semblent authentiques, » déclara-t-il après un long moment. Ils établissent clairement que les terres de l'actuel Château des Larmes appartenaient légalement à la communauté Romani-les-Sauvages avant la guerre. Et il y a plus. Il sortit un document particulier, dont l'entête officielle était toujours visible malgré les années. Ceci documente en détail comment ces propriétés ont été illégalement confisquées pendant l'occupation, avec la complicité active de la famille Dufresne. Un murmure stupéfait parcourut l'assistance. Les journalistes présents prenaient frénétiquement des notes, conscients qu'ils assistaient à un événement qui ferait la une de leurs journaux. « C'est absurde !» protesta Dufresne, son assurance habituelle s'effritant visiblement. « Ces documents sont des falsifications, une conspiration gitane pour s'approprier mes terres légitimes. » C'est alors que Bernard, le vieux forgeron, s'avança péniblement à travers la foule. « J'ai quelque chose à ajouter », annonça-t-il d'une voix forte malgré son âge. Il tendit à l'huissier un petit carnet usé que Marguerite reconnut immédiatement, le journal de Jean-Baptiste. « Ceci contient les observations du soigneur qui est mort dans vos écuries, monsieur Dufresne. Il y détaille les mauvais traitements infligés aux animaux sur votre ordre et les véritables circonstances de sa mort. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Étoile, comme comprenant la gravité du moment, se rapprocha de Marguerite, posant délicatement sa tête massive contre son épaule en un geste protecteur qui émut les spectateurs. « Comment avez-vous su où chercher ?» demanda finalement un journaliste à Marguerite. « Comment le cheval a-t-il pu savoir exactement où se trouvait ce coffre ?» Matteo prit la parole, sa voix tremblante d'émotion. « Mon père disait toujours que notre trésor serait retrouvé lorsque l'esprit de la terre reconnaîtrait un véritable gardien. Les chevaux ont toujours été sacrés pour notre peuple. » Des exclamations de surprise résonnèrent lorsqu'un rayon de soleil, atteignant précisément son zénith, illumina soudain la marque blanche en forme d'étoile sur le poitrail d'étoile, la rendant presque phosphorescente dans la pénombre de la galerie. Dufresne, voyant son empire s'effondrer sous ses yeux, tenta une manœuvre désespérée. S'avançant brusquement, il saisit la bride d'étoile avec violence. « Cet animal m'appartient !» hurla-t-il, le visage déformé par la rage. « Comme tout sur cette propriété !» L'étalon se cabra violemment, ses yeux s'injectant momentanément de cette terreur familière que Marguerite avait mis des semaines à apaiser. Elle s'interposa instinctivement, saisissant également la bride, se retrouvant face à face avec Dufresne, leurs mains à quelques centimètres l'une de l'autre sur le cuir tendu. Un silence absolu tomba sur la foule. C'était plus qu'une simple lutte pour contrôler un animal. C'était l'affrontement de deux mondes, de deux conceptions opposées de la propriété, du pouvoir et du rapport aux êtres vivants. Le moment décisif arriva lorsqu'Étoile, après s'être stabilisée sur ses quatre jambes, émit un hennissement profond et vibrant qui résonna dans toute la galerie, faisant taire les derniers chuchotements. Avec un mouvement délibéré d'une grâce surprenante pour sa taille imposante, l'étalon s'écarta de Dufresne et vint se positionner protectivement aux côtés de Marguerite, la poussant doucement de son museau pour l'éloigner du propriétaire furieux. « Regardez !» s'exclama une vieille dame dans la foule. « L'animal a choisi !» Ce geste, plus éloquent que n'importe quel document juridique, scella symboliquement le sort de Dufresne. Un gendarme présent dans l'assistance s'avança pour examiner les documents. « Ces pièces devront être authentifiées par les autorités compétentes », déclara-t-il avec autorité. « En attendant, monsieur Dufresne, toutes vos transactions commerciales sont suspendues. » Van Houten,
observant toute la scène avec un détachement calculateur, s'éclipsa discrètement. « Je ne m'implique pas dans les litiges fonciers », l'entendit-on murmurer. « Ce cheval n'est manifestement plus à vendre. » La foule commençait à se disperser, commentant avec animation l'événement extraordinaire auquel elle venait d'assister. Les journalistes entouraient Matteo et les anciens Romani, avides de recueillir leurs témoignages sur cette histoire qui mêlait injustice historique, mystère et rédemption. Marguerite se retrouva un moment seule avec Étoile dans un recoin tranquille de la galerie. Elle posa son front contre celui de l'étalon, leur souffle se mêlant dans l'intimité de cet instant volé. « Tu l'as fait », murmura-t-elle en romani. « Tu as trouvé le chemin vers la vérité. » Étoile émit un doux hennissement, comme pour acquiescer. Dans ses yeux sombres, Marguerite ne vit plus aucune trace de la terreur qui l'habitait lors de leur première rencontre, seulement une intelligence profonde et une confiance absolue. Le maire de Saint-Rémy s'approcha, accompagné de Père Laurent et de l'huissier. « Mademoiselle Beaumont, nous devons discuter des implications légales de cette découverte. Une partie significative des terres de Château des Larmes pourrait légitimement revenir à votre communauté. » Marguerite acquiesça, sentant le poids de cette responsabilité nouvelle sur ses épaules. Que va-t-il se passer maintenant? Père Laurent posa une main bienveillante sur son épaule. La bataille juridique ne fait que commencer, ma petite. Dufresne a des relations puissantes à Marseille et à Paris. Il a déjà envoyé des télégrammes promettant des représailles. Nous devons décider maintenant. Êtes-vous prête à vous battre non seulement pour un cheval, mais pour tout un héritage? La question de Père Laurent résonnait dans l'air chargé d'histoire de la galerie romaine. Marguerite serra instinctivement la crinière d'Étoile, puisant force et certitude dans ce contact. L'étalon, comme percevant l'importance du moment, resta parfaitement immobile, son souffle régulier constituant le seul mouvement perceptible de son imposante silhouette. « Je suis prête », répondit-elle simplement, redressant les épaules. Ces 3 mots, prononcés dans la pénombre des arènes millénaires, scellèrent un pacte silencieux entre la jeune femme, le majestueux cheval noir, et tous ceux qui se tenaient autour d'eux, témoins d'un tournant décisif dans une histoire d'injustice vieille de plusieurs décennies. Le tableau figé fut soudain rompu par l'agitation des gendarmes qui escortaient Pierre Dufresne hors de la galerie. Le viticulteur, d'ordinaire si imposant dans sa maîtrise de lui-même, présentait désormais l'image pathétique d'un homme dont l'empire s'effrite. Son visage, alternant entre pâleur livide et rougeur colérique, se contorsionnait en expressions successives d'incrédulité, de rage et de peur. « C'est une mascarade », vociféra-t-il, sa voix résonnant contre les pierres anciennes. « Des gitans et leurs complices qui conspirent contre un honnête homme d'affaires. Vous entendrez parler de mes avocats. » Ces menaces s'évanouirent progressivement alors qu'il disparaissait, emporté par le flot des uniformes et l'écho de ses propres protestations. L'instant qui suivit sembla suspendu dans le temps, comme si la réalité elle-même hésitait entre plusieurs futurs possibles. Puis, tel un barrage cédant sous la pression, l'émotion submergea l'assemblée. Des applaudissements spontanés éclatèrent, entrecoupés d'exclamations et de rires nerveux. Des Romani s'approchèrent de Marguerite, touchant respectueusement son bras ou s'inclinant devant Étoile avec une révérence qui évoquait d'anciennes traditions. « Le cheval a choisi », répétait-on dans la foule, la phrase se propageant comme une onde, traversant les différentes langues et accents. Le maire de Saint-Rémy s'avança, tentant de ramener un semblant d'ordre dans cette effervescence. « Nous devons procéder méthodiquement », déclara-t-il, son autorité naturelle captant l'attention. « Ces documents, bien qu'extraordinaires, devront être authentifiés officiellement. » L'huissier acquiesça gravement, manipulant les parchemins avec une précaution presque religieuse. La calligraphie et les sceaux semblent authentiques. Ces actes impériaux de propriété n'ont jamais été légalement transférés. Matteo, ses yeux brillants de larmes contenues, désigna le médaillon représentant Cassiopée. Ce symbole a été gravé par mon arrière-grand-père. Aucun faussaire ne pourrait connaître les marques secrètes qu'il contient. Les journalistes du Provençal, comprenant l'ampleur de l'événement, multipliaient les photographies et les questions. Leur flash illuminait sporadiquement la scène, faisant luire le pelage d'ébène d'Étoile qui, étonnamment, demeurait calme malgré cette agitation inhabituelle. « Comment avez-vous su que le trésor se trouvait ici »
interrogea un reporter, son crayon suspendu au-dessus de son carnet. Marguerite caressa doucement le chanfrein d'Étoile. « Je n'ai pas su, il a su », répondit-elle simplement, désignant l'étalon dont les yeux intelligents parcouraient tranquillement l'assemblée. « Un cheval qui découvre des documents historiques? Vos lecteurs croiront-ils cela » railla un journaliste plus âgé. « Ils croiront ce qu'ils ont vu », intervint une femme dans la foule. Nous étions des dizaines à observer cet animal creusé précisément à cet endroit. Aucun dressage ne peut expliquer cela. Bernard, le vieux forgeron, s'avança péniblement jusqu'à Marguerite. Ses mains calleuses tenaient le carnet de Jean-Baptiste comme une relique précieuse. « Il faut qu'il sache aussi pour lui », dit-il d'une voix brisée. « Ce cheval n'a jamais été un meurtrier. Il était une victime, tout comme Jean. » Une réunion improvisée se forma dans un recoin plus calme des arènes. Le maire, l'huissier, Père Laurent, Matteo et plusieurs anciens Romani discutaient des implications légales et des prochaines étapes. Marguerite, assise sur une pierre séculaire, Étoile fidèlement à ses côtés, écoutait avec une attention nouvelle, consciente que son destin personnel s'entremêlait désormais avec celui de toute une communauté. « La procédure sera longue », expliquait l'huissier. « Des expertises, des contre-expertises, probablement des audiences. Dufresne ne renoncera pas facilement. » « Qu'adviendra-t-il de Château des Larmes pendant ce temps » demanda Marguerite, pensant soudain aux dizaines de travailleurs dont le gagne-pain dépendait du domaine. Comme en écho à sa pensée, un groupe hésitant s'approcha. Madame Tourvel, Gilles et plusieurs autres employés du domaine. Leurs visages reflétaient un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Qu'adviendra-t-il de nous maintenant » demanda Madame Tourvel, exprimant la préoccupation collective. « Allons-nous perdre nos emplois » Marguerite se leva, touchée par cette confiance inattendue. Ces mêmes personnes qui l'avaient regardée avec méfiance quelques semaines plus tôt se tournèrent maintenant vers elle, pour obtenir des réponses. « Ces terres ont toujours prospéré grâce au travail honnête, » répondit-elle avec une assurance qui la surprit elle-même. « Cela ne changera pas. » Le maire de Saint-Rémy, qui avait écouté attentivement, intervint avec une proposition concrète. En attendant la décision définitive de la justice, nous pourrions établir une administration communautaire temporaire. Les vignes ne peuvent attendre les délais juridiques. Elles ont besoin de soins constants. Cette suggestion pragmatique apaisa visiblement les inquiétudes les plus immédiates. Des discussions animées s'ensuivirent sur l'organisation pratique de cette transition. Profitant de ce moment d'accalmie, Marguerite conduisit Étoile vers l'antique fontaine romaine qui ornait un coin de la place. L'animal but longuement, son reflet ondulant dans l'eau claire comme un présage de changement. Elle observait ses mouvements avec une attention nouvelle, réalisant pleinement pour la première fois l'extraordinaire connexion qui s'était forgée entre eux. « Comment as-tu su » murmura-t-elle en romani, ses doigts effleurant la marque blanche en forme d'étoile sur son poitrail. Cette marque qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée auparavant, et qui semblait désormais évidente. Comment pouvais-tu connaître l'emplacement d'un trésor enfoui depuis des décennies ? Étoile la regarda de ses grands yeux sombres, une intelligence insondable brillant dans leur profondeur. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille, il posa son museau contre la joue de Marguerite, son souffle chaud comme une caresse. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, teintant les pierres millénaires d'Arles d'une lumière dorée, la place s'était progressivement vidée. Les derniers badauds s'éloignaient, emportant avec eux l'histoire extraordinaire qu'ils ne manqueraient pas de raconter dans les cafés et les foyers. Marguerite et Étoile se tenaient sous les anciennes arcades romaines, cherchant un peu de fraîcheur après l'intensité de cette journée. L'étalon semblait étrangement serein, comme libéré d'un fardeau invisible qu'il aurait porté depuis toujours. « Il a changé », observa Madame Tourvel, qui s'était approchée discrètement. « Ce n'est plus le même animal qu'à votre arrivée. »« Nous avons tous changé », répondit doucement Marguerite. La cuisinière hocha la tête, un sourire mélancolique étirant ses lèvres. Jean-Baptiste serait fier. Il disait toujours que ce cheval avait une âme spéciale. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Père Laurent. Le vieux prêtre semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures, son visage portant les marques d'une fatigue intense. Le maire a reçu 3 appels téléphoniques de Marseille.
annonça-t-il sans préambule. Des hommes influents s'inquiètent de la tournure des événements. Les amis de Dufresne, comprit Marguerite. Des hommes qui ont bâti leur fortune sur les mêmes fondations troubles, précisa le prêtre. Si ce précédent est établi, d'autres propriétés pourraient être contestées à travers toute la Provence. Il s'assit lourdement sur un bloc de pierre, son regard grave fixé sur Marguerite. La bataille juridique ne fait que commencer, ma petite. Dufresne a des connexions puissantes à Marseille et Paris. Il a déjà envoyé des télégrammes promettant des représailles. Marguerite sentit un frisson parcourir son échine malgré la chaleur persistante du jour. La victoire de l'après-midi prenait soudain une dimension plus complexe, plus dangereuse. « Que suggérez-vous » demanda-t-elle. « Prudence et vigilance » répondit Père Laurent. « Et peut-être ne pas retourner immédiatement à Château des Larmes. Certains fidèles au maître pourraient chercher à vous décourager. » L'implication était claire. La menace désormais n'était plus seulement juridique, mais potentiellement physique. « Je ne peux pas abandonner maintenant », objecta Marguerite. « Les travailleurs comptent sur nous. Les vignes doivent être entretenues. Et Étoile mérite de rentrer chez lui. »« Chez lui » répéta Matteo, qui venait de les rejoindre, une émotion particulière dans la voix. Ces mots sonnent étrangement justes après tant d'années d'errance. Le soleil touchait désormais l'horizon, baignant les arcades d'une lumière ambrée. Les ombres s'allongeaient, créant un jeu fascinant de contraste sur les pierres séculaires. Étoile, immobile et majestueux, semblait absorber cette lumière dorée, son pelage noir prenant des reflets presque métalliques. « Nous devons décider maintenant », insista Père Laurent. « Êtes-vous prête à vous battre non seulement pour un cheval, mais pour tout un héritage ?» Marguerite observa longuement le profil noble d'Étoile découpé contre le ciel rougeoyant. Dans ses yeux défilaient les images des dernières semaines, l'animal terrifié qu'elle avait découvert, les cicatrices sur son corps, sa méfiance initiale, puis cette confiance fragile qui s'était construite patiemment entre eux. Elle pensa aux révélations sur Jean-Baptiste, aux terres injustement confisquées, aux générations de Romani privées de leur foyer. Tout semblait converger vers ce moment précis, comme si chaque épreuve l'avait préparé à cette décision. Sa main trouva instinctivement la marque en forme d'étoile sur le poitrail d'Étoile. L'animal tourna légèrement la tête, son regard profond croisant le sien dans une communication silencieuse qui transcendait les mots. « Je suis prête », répondit-elle finalement, sa voix calme mais déterminée. « Pour Étoile, pour la mémoire de Jean-Baptiste, pour mon peuple, je me battrai jusqu'au bout. » Les derniers rayons du soleil estival caressaient les collines de Provence, illuminant d'une lueur dorée les pierres séculaires de ce qui s'appelait autrefois Château des Larmes. Une nouvelle plaque en bois d'olivier, fraîchement gravée, accueillait désormais les visiteurs. Les champs d'Étoile, sanctuaire équestre. L'aube d'un jour nouveau se levait sur ces terres anciennes, effaçant progressivement les ombres d'un passé douloureux. Marguerite Beaumont, debout sur la terrasse principale, observait ce changement avec un mélange de fierté et d'émerveillement. 6 mois s'étaient écoulés depuis la révélation d'Arles. 6 mois de batailles juridiques acharnées, de menaces voilées et de victoires progressives. Le tribunal de Marseille avait finalement rendu son verdict 3 semaines auparavant, restituant officiellement une grande partie des terres à la communauté Romani, avec Marguerite reconnue comme héritière légitime des Lezauvages. Qui aurait cru qu'une simple rencontre dans une écurie sombre nous mènerait ici ? Murmura-t-elle, sentant la présence familière d'Étoile qui s'approchait silencieusement derrière elle. L'imposant percheron avait, lui aussi, profondément changé. Son pelage noir luisait désormais de santé, ses anciennes cicatrices s'estompant progressivement sous les soins constants. Mais c'était dans son regard que la transformation était la plus frappante. Les yeux autrefois emplis de terreur reflétaient maintenant une sérénité profonde, une dignité retrouvée. Matteo rejoignit Marguerite, s'appuyant légèrement sur sa canne sculptée. « Nos ancêtres disaient que la terre se souvient », dit-il en contemplant les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. « Une partie continuera à produire du vin, l'autre accueillera nos chevaux rescapés. L'équilibre parfait. » Ils descendirent ensemble vers l'ancien salon principal du château, transformé en espace communautaire où une réunion importante était sur le point de commencer. Des chaises disposées en cercle accueillaient un assemblage improbable quelques mois plus tôt. Des travailleurs viticoles côtoyaient des membres de la communauté Romani
et des habitants de Saint-Rémy, tous réunis pour discuter de l'avenir collectif des champs d'étoiles. La coopérative viticole pourrait fonctionner dès la prochaine vendange, expliquait Maurice, l'ancien contremaître qui avait choisi de rester après la chute de Dufresne. Les commandes commencent déjà à arriver depuis que l'article du Provençal a fait connaître notre histoire. Madame Tourvel, Joséphine, comme tous l'appellent désormais, avait pris naturellement la direction des aspects pratiques de la vie quotidienne. La cuisine communautaire est presque prête, annonça-t-elle avec fierté. J'ai toujours rêvé de cuisiner pour des gens qui apprécient vraiment mon travail, pas juste pour satisfaire les caprices d'un seul homme. Dans son coin, Bernard écoutait attentivement, hochant occasionnellement la tête. Le vieux forgeron avait retrouvé un nouvel élan vital en adaptant sa forge aux méthodes plus douces préconisées par Marguerite. Jean-Baptiste serait fier de ce que nous construisons ici, dit-il simplement lorsque son tour de parole arriva. Un lieu où les animaux sont traités avec dignité, comme des partenaires, non comme des outils. Cette phrase résonnait particulièrement avec Marguerite. Durant ces mois de transition, elle avait gardé vivante la mémoire de Jean-Baptiste, comprenant que la connexion extraordinaire qu'elle partageait avec Étoile avait été initiée par cet homme courageux qui avait sacrifié sa vie pour protéger l'animal. L'après-midi même, une charrette arriva par le chemin principal, transportant un cheval squelettique aux yeux hagards. C'était le premier pensionnaire officiel du sanctuaire, un étalon arabe autrefois primé, abandonné après une blessure qui avait mis fin à sa carrière de course. Il refuse tout contact humain, expliqua le fermier qui l'amenait. Il voulait l'abattre, mais j'ai entendu parler de votre donne avec les cas difficiles. Marguerite observa l'animal tremblant, reconnaissant dans ses yeux la même terreur qu'elle avait vue chez Étoile lors de leur première rencontre. Sans précipitation, elle fit conduire le nouveau venu dans un enclos spacieux, adjacent à celui où Étoile paissait tranquillement. « Laissons-le s'installer », dit-elle calmement. « La première leçon que j'ai apprise est que la confiance ne peut être forcée. » Ce qui se produisit ensuite surprit tous les témoins. Étoile, percevant la présence du nouveau venu, s'approcha de la clôture qui séparait les deux enclos. Sans manifestation agressive, il tendit son museau vers l'arabe effrayé, émettant un hennissement doux, presque musical. Le cheval traumatisé, qui reculait violemment devant toute approche humaine, répondit par un souffle tremblant. Progressivement, comme attirés par une force invisible, les deux animaux se rapprochèrent jusqu'à ce que leurs naseaux se touchent à travers les barreaux. « C'est extraordinaire », murmura Bernard. « Comme s'ils parlaient une langue que nous ne pouvons comprendre. » Marguerite observait, émue, cette communication silencieuse. « Étoile comprend sa souffrance mieux que nous ne le pourrons jamais, » dit-elle doucement. « Certaines blessures ne peuvent être guéries que par ceux qui les ont eux-mêmes endurées. » Les jours suivants confirmèrent cette intuition. Le nouvel arrivant, que Marguerite avait nommé Soleil, commençait à s'apaiser en présence d'Étoile, bien avant d'accepter toute approche humaine. Ce fut la première manifestation d'un phénomène qui deviendrait la signature du sanctuaire, les chevaux guéris devenant à leur tour guérisseurs pour les nouveaux arrivants. La réputation des champs d'étoiles se répandit rapidement à travers la Provence. Des fermiers qui, quelques mois plus tôt, auraient regardé Marguerite avec méfiance, venaient maintenant solliciter son aide pour leurs propres chevaux problématiques. « On dit que vous avez un don », déclara un viticulteur réputé en amenant une jument traumatisée. J'étais sceptique, mais nous avons tout essayé. Marguerite accueillit ces demandes avec humilité. « Ce n'est pas un don magique », expliquait-elle patiemment. « Juste de la patience, du respect et la volonté d'écouter ce que ces animaux essayent de nous dire. » L'ancien estaminet isolé où Étoile avait été confiné fut complètement transformé. Les murs qui l'emprisonnaient abattus pour créer un espace ouvert où les chevaux pouvaient socialiser librement. Là où régnait autrefois terreur et isolement, fleurissait désormais une communauté équine harmonieuse. Matteo jouait un rôle essentiel dans cette renaissance, transmettant aux plus jeunes les anciennes traditions romanies de dressage naturel. Nos ancêtres n'ont jamais eu besoin de force pour communiquer avec les chevaux, enseignait-il, entouré d'enfants attentifs. Il comprenait que ces animaux sont des êtres de vent et d'esprit, qui répondent à l'intention pure, non à la contrainte. Un mercredi ensoleillé, Père Laurent arriva avec une surprise. Un groupe d'écoliers de Saint-Rémy, venus pour leur première leçon sur le respect des animaux et la diversité culturelle.
Les enfants, d'abord intimidés par les imposants chevaux, s'émerveillèrent rapidement en voyant comment ces créatures puissantes répondaient aux gestes doux et aux paroles respectueuses. Avant de toucher un cheval, demandez-lui la permission, expliquait Marguerite à une petite fille aux tresses blondes. Tendez votre main, paume ouverte, et attendez qu'il vienne à vous. S'il détourne la tête, respectez son choix. Cette philosophie du consentement, appliquée même aux animaux, constituait une révolution silencieuse dans une région où le dressage traditionnel reposait souvent sur la domination. Petit à petit, les méthodes douces de Marguerite gagnaient des adeptes, transformant non seulement la relation homme-animal, mais aussi, plus subtilement, les relations humaines elles-mêmes. Un matin pluvieux d'automne, Maurice entra précipitamment dans la cuisine communautaire, où Marguerite prenait son petit déjeuner. « Des nouvelles de Dufresne », annonça-t-il, brandissant le journal local. Le jugement final est tombé. L'article détaillait la sentence. Restitution financière substantielle, interdiction d'exercer dans le commerce viticole pendant 10 ans et reconnaissance officielle des appropriations illégales commises pendant l'occupation. La justice, lente mais inexorable, avait finalement rattrapé l'ancien propriétaire. Certaines victoires sont douces amères, commenta Matteo en lisant l'article. Tant d'années perdues, tant de souffrances qui auraient pu être évitées. Marguerite acquiesça silencieusement, comprenant que la justice, aussi complète soit-elle, ne pouvait effacer entièrement les cicatrices du passé. Tout comme les marques sur le corps d'Étoile s'estompaient, mais ne disparaîtraient jamais complètement. Les vendanges de septembre marquèrent une étape symbolique importante, la première récolte sous le nouveau régime coopératif. Romani et locaux travaillaient côte à côte dans les vignes, leurs mains récoltant les grappes lourdes sous un soleil généreux. Le soir, des tables longues installées sous les étoiles accueillaient un festin communautaire, accompagné de musique traditionnelle qui se prolongeait tard dans la nuit. Étoile, désormais patriarche respecté d'un troupeau grandissant, observait ces célébrations avec une sérénité digne. Sous sa tutelle bienveillante, plusieurs juments avaient mis bas au printemps, et les poulains gambadaient maintenant librement dans les pâturages, sans connaître la peur ou la contrainte. Un après-midi particulièrement doux d'octobre, alors que les couleurs automnales transformaient le paysage en palettes d'or et de cuivre, Marguerite et Étoile s'éloignèrent des bâtiments principaux pour une longue promenade. Sans selle ni bride, dans une communion parfaite de mouvement, ils traversèrent les champs de lavande séchés, grimpèrent une colline douce et s'arrêtèrent au sommet pour contempler le domaine qui s'étendait à leurs pieds. Les champs d'Étoile méritaient plus que jamais leur nom, un lieu où les rêves longtemps enfouis refleurissaient enfin sous le ciel provençal. La jeune femme Romani, autrefois rejetée de toutes les portes, et l'étalon noir, jadis condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, contemplaient ensemble l'œuvre de guérison qu'ils avaient initiée. Une cérémonie officielle d'inauguration rassembla quelques semaines plus tard autorités régionales, presse et communautés locales pour célébrer formellement l'établissement du sanctuaire. Sur une estrade ornée de fleurs sauvages, Marguerite se tenait droite, Étoile immobile à ses côtés, tandis qu'un journaliste lui tendait son microphone. « Quel est le secret de votre connexion extraordinaire avec ces animaux, mademoiselle Beaumont ?» demanda-t-il, genuinely intrigué. Marguerite caressa doucement l'encolure luisante d'Étoile, échangeant avec lui un regard empreint d'une compréhension mutuelle forgée à travers épreuves et triomphes. Elle sourit, contemplant les poulains qui jouaient librement dans les prés en contrebas, symbole vivant d'un avenir où la liberté et la dignité n'étaient plus des privilèges, mais des droits fondamentaux. Il n'existe pas de miracle plus grand que de reconnaître en un autre être vivant, qu'il soit humain ou animal, non pas ce que le monde a fait de lui à travers la peur et les mauvais traitements, mais ce qu'il a toujours été destiné à être en liberté et en dignité. Et peut-être est-ce la seule magie qui compte vraiment, la seule étoile que nous ayons besoin de suivre.